Et bonsoir tout le monde. Et salut Ludivio, merci beaucoup pour ton follow. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien surtout. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir de nouveau une invitée que je vais vous présenter dans un instant. Mais d'abord, je veux m'assurer que tout fonctionne bien techniquement parlant, puisque j'ai encore une fois au dernier moment commencé à bouger certains trucs. Salut Alexio Dino, salut Nolib, salut Yola, merci aussi à Alex, pas Alexandre ni Alexis pour ton follow, on voit bien la nouvelle coupe, incroyable. Et sans plus tarder, alors déjà je vais baisser la musique puisque mon canal musical est lié à mon canal Discord, Discord, hop, allez on va couper ça. Et sans transition aucune, je vais accueillir tout de suite notre invité du soir pour ne pas la laisser trop patienter dans Discord. Hop, transition. Et non, pourquoi la caméra n'est pas activée? Et salut Claire, est-ce que tu nous entends? Oui, Est-ce que tu as activé ta caméra? Attends, parce que là mais oui, pourtant, on voit on voit le beau chat. On voit le... Ah mais si, le c'est bon, le beau Jimmy. Ouais, oui, on voilà, ça voit y est, ta je suis là. cam. Alors par contre, attends, t'es peut-être un poil trop zoomé. Je vais essayer de le régler en direct parce que j'ai fait des nouvelles modifs en Pour direct et changer. évidemment, les modifs de dernier moment, c'est pas incroyable. Alors attendez, évidemment, c'est toujours fait à l'arrache, hein, c'est des arrangements techniques. Écoute, pendant que je modifie ton image en direct, est-ce que tu peux commencer, et attention, gestion en même temps que technique, à te présenter pour notre chat? Et salut Zoé. Mais oui, et avec plaisir. Moi, je suis rédactrice et je suis l'autrice du Substack Chemin solitaire que j'ai lancé il y a maintenant 1 an, sur lequel je parle de l'amitié à l'âge adulte dans les grandes lignes. Donc autant les impacts que ça peut avoir que mon trajet très personnel là-dedans, on va dire. Alors, la caméra est un peu arrangée, donc je vais pouvoir reprendre un poil mon rôle d'animateur. Merci beaucoup pour ta petite présentation. Donc, ce soir, et salut Skrillex, le thème de ce soir donc, sera Sommes-nous dans une ère des solitudes? Si vous le souhaitez, vous avez comme d'habitude la petite commande Trigger Warning, puisque on va parfois évoquer des sujets peut-être un peu lourds ce soir. Donc, n'hésitez pas si vous avez certaines sensibilités à activer la commande. Et évidemment, comme à chaque début de live, j'ai envie de vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai eu envie de traiter cette thématique. Évidemment, déjà parce que ça fait longtemps que je voulais inviter Claire sur la chaîne. Claire, peut-être que vous la connaissez dans le chat, puisqu'il s'agit en vérité de Jokido, qu'on retrouve Et oui, souvent dans les chats, qui a d'ailleurs, je crois, tu as ton badge VIP, je crois, dans le chat. je crois aussi, oui. Voilà, Oui, oui, effectivement. tu fais partie des VIP du chat. Voilà, c'est un face reveal, comme dit Nolib, de Joe Kido. Et Claire, c'est vrai que ça fait... j'ai un peu suivi le début de Chemin Solitaire quand tu as pu m'en parler. Ça fait quelques temps déjà que je voulais t'inviter sur la chaîne pour en parler. D'ailleurs, si vous suivez depuis longtemps la chaîne, vous savez que c'est pas la première fois qu'on invite des followers sur la chaîne. On a déjà eu Alexio, on a déjà eu Nolib, on a déjà eu Aristrat. Donc, voilà, j'essaye de si possible valoriser le travail des copains. Et ça tombe bien, puisqu'il y a des actus qui sont directement liés à ton travail, Claire. Et on va pouvoir évidemment en parler. Mais avant, question très importante du chat, à quoi la tisane? Ah, alors, parce que même toi, tu n'es pas au courant de ce que je Même bois, moi, je parce ne que suis je pas au voulais courant. garder la surprise. Je bois Pavillon Blanc de Georges Canon que j'ai eu dans mon super calendrier de l'Avent T-Box. C'est un bon thé blanc avec plein de fruits, de la passion, de la pêche, de l'ananas et tout. Voilà, On est bien sûr du fruit. Eh écoutez, moi, de mon côté, c'est le cocktail digest, toujours des deux marmottes, un avec classique. anis vert, fenouil, menthe douce, sauge, romarin. Le placement de produit, on n'est pas encore sponsorisé par les deux marmottes, mais on a nos habitudes sur le chat. En tout cas, bonsoir à toi, Peace Bandit. Et salut à toi, Alex, pas Alexandre ni Alexis. Je pense qu'on va résumer par Alex pas, parce qu'on a plusieurs Alex dans le chat et voilà, tu seras Alex pas. On attend la sponsor. Alors, on a déjà eu cette discussion dans le chat. Pour le moment, je me refuse toute sponsor. Donc, même si c'est les deux marmottes, pour le moment, pas de sponsor à venir. Je compte donc sur vous
attention, placement produit de auto-promo de ma chaîne. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher votre sub, à lâcher votre prime, à en parler autour de vous. Ce sera déjà bien assez. J'ai le même casque que Claire. Là, je crois qu'en plus, Claire, tu as volé ce casque, hein, si je ne dis pas de Oui, bêtises. oui, ce n'est absolument pas mon casque. Très bien. On va rentrer donc un petit peu dans le sujet de ce soir. Comme d'habitude, beaucoup de ressources à vous partager. Puisque ça a été une demande lors du précédent live, on va, à la suite du live, vous partager toutes nos ressources dans un document qui sera en ligne sur le drive de la chaîne. Si vous me suivez sur les réseaux, bah, vous en faites pas, je mettrai le lien vers le drive. D'ailleurs, je peux le mettre tout de suite, hein, rien ne m'empêche de vous mettre ça dans le chat tout de suite, si hop, j'arrive à trouver le lien, il est là. Donc ce lien en fait sera régulièrement alimenté pour vous permettre de retrouver à chaque fin de live les ressources utilisées, puisqu'on en met toujours beaucoup. Alex, pas Alexandre, ni Alexis, Tiffen a suivi tes conseils pour me l'offrir effectivement. Ah, on voit que la commu ramène la commu. Voilà. Alors, hop, c'est bon, vous avez le lien dans le chat, donc n'hésitez pas si vous voulez voir les ressources. Évidemment, les ressources du live de ce soir ne sont pas encore dessus, pour le moment on a seulement celui de la semaine dernière. Mais si vous le voulez bien, on va rentrer un petit peu dans le sujet. Alors comme je disais, pourquoi ce sujet? Déjà parce que j'avais envie de parler de chemin solitaire et de parler de ton travail, Claire. Et comme je disais, c'est relié à une actualité, puisque, et je vais vous passer directement en stream de navigateur pour vous montrer ça. Hop, transition. Le magazine Society que vous connaissez peut-être, qui vient de fêter ses 10 ans d'ailleurs. Ah pardon Claire, ta caméra est complètement décalée parce que j'ai encore Oui. fait des bêtises. Hop, voilà, je te recentre, je te recentre. Hop. On est bon, on est bon. Bon, alors Mais oui. il y a un petit carré noir. Non. On est mieux, voilà. Donc, bon, ça dépasse un peu. Voilà. Faut pas être très regardant, hein, voilà. On est bon. Donc le magazine Society, pardon, qui vient de fêter ses 10 ans pour sa dernière une, qui date du 27 février 2025, a décidé donc de consacrer une grosse enquête, et sa une donc, à ce sujet. Seuls tous, un tiers des moins de 40 ans souffrent de solitude, et vous. Donc comme ça a été annoncé, et on salue la ref à ce chef-d'œuvre d'Eric Hamzy. Alors chef-d'œuvre, c'est vite dit, mais Oui, on note. c'est vraiment vite dit, ouais. C'est vraiment vite dit. Mais donc, ils ont décidé de consacrer la une à la solitude. Et ça fait écho à une enquête de la Fondation de France. Et on va revenir un petit peu sur cette enquête, sur cette étude, pardon, qui a été évidemment énormément relayée dans la presse, notamment française, sur la solitude, l'isolement à l'épreuve du temps. On va revenir un petit peu sur les constats de cette étude, essayer de voir un petit peu les choses qui reviennent avec des constats qu'on a pu observer dans d'autres sources. Donc vous en faites pas, on va voir tout ça dans un instant, mais c'est juste pour vous dire que ça tombait bien, j'avais envie de parler d'amitié, j'avais envie de parler de solitude avec Claire, et là on est pile dans l'actu et on a plein de choses à vous partager. Mais avant ça, et est-ce que la cam va être complètement pétée encore une fois? Non, là ça va. Claire, déjà, est-ce que tu peux, pour introduire un petit peu ton travail et le sujet de ce soir à notre chat, m'expliquer déjà qu'est-ce que c'est finalement Chemin Solitaire? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce projet et quelles ont été un peu tes réflexions pour te dire tiens, j'ai envie de travailler sur les amitiés et ton rapport aux relations sociales de manière plus générale? Ouais, bien sûr. En fait, c'est après une grosse rupture amicale que, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et j'avais vraiment plein de pensées à ces sujets-là. J'étais un peu perdue parce que c'est pas la première fois que ça m'arrivait et en fait, je me suis dit que j'avais besoin d'un endroit ou d'un espace où j'allais pouvoir communiquer ou en tout cas, mettre à plat, toutes ces idées-là et c'est devenu un Substack. En fait, je connaissais presque pas la plateforme avant. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant et donc c'était vraiment presque dans l'idée d'en faire un journal intime dans un sens, de garder des traces de mon cheminement et d'où le nom Chemin solitaire d'ailleurs. Donc c'est ça, c'était pour voir l'évolution, voir comment je réfléchissais, les réponses que je pouvais trouver au fur et à mesure, des mois qui passaient. Parce que ça fait maintenant donc, bientôt 1 an dans 1 mois que, j'aurai lancé, Chemin solitaire et voilà.
Et au final, ce qui était à la base censé être des textes très personnels, ce sont devenus aussi des textes plus sociaux, plus d'analyse, plus de commentaires sur des ouvrages et sur des études, etc. Donc j'essaie de varier un peu parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la question au final, je me rends compte. Alors, je vous ai mis le lien dans le chat, je vous montre un petit peu à l'écran. En effet, hein, tu as pu. Alors, ton premier article s'intitule J'ai 27 ans et je suis incapable de garder des amis. Tu as pu parler aussi d'expérimentation, on va revenir hein, dessus, où tu as pu tester des services qui t'ont permis de rencontrer potentiellement des gens et de nouer des relations amicales. C'est ça. Tu as pu parler de voyage entre amis, tu as pu parler aussi de toi, ton propre rapport à la solitude. Et ton dernier, daté du 25 février, sur l'aspect politique aussi de l'amitié. Mhm. On va longuement revenir dessus, mais c'est vrai que globalement, tu essayes quand même de couvrir large le sujet. Et alors évidemment, on va revenir hein, sur ces notions et sur beaucoup de notions d'ailleurs pendant ce live. Mais toi déjà, entre le début de ce Substack et aujourd'hui, comment ça a un peu évolué justement ton rapport à ces questionnements? Est-ce que ça t'a permis justement de prendre un petit peu de recul? Est-ce que tes perceptions des amitiés ou des relations amicales de manière générale ont évolué? Est-ce que tu as observé plus généralement autour de toi peut-être une ouverture de la parole? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus t'en parler en te disant ah bah ça rentre en écho avec des choses que j'ai vécues, etc. Donc comment tout ton rapport à ce sujet a évolué depuis la création de ce Substack? Ça m'a vraiment déjà moi aidé à libérer ma propre parole parce que c'est vrai que j'en parle, beaucoup plus facilement. Je suis capable de dire aujourd'hui: «Bah, voilà, j'ai un manque», lequel il est, donc plus au niveau amitié, au niveau du quotidien, au niveau des relations en général et cetera. Ça m'a vraiment aidé là-dessus et surtout, j'ai eu tellement, mais tellement de retours de personnes qui m'ont dit qu'elles se retrouvaient dans ce que j'écrivais, qu'elles aussi, elles se ressentaient la solitude, qu'elles aussi, elles vivaient ce genre de situation. Ça m'a vraiment aidé à remettre en question le fait que, OK, beh, je pensais que j'étais peut-être un peu une anomalie, mais au final, est-ce que je suis pas presque une normalité dans un sens? Parce que, il y a très peu de personnes, voire aucune personne qui est venue me parler pour me dire: «Moi, je me retrouve pas du tout là-dedans, je suis super heureux avec le groupe d'amis que j'ai et je me suis jamais senti seul de ma vie». Hem et donc ça m'a vraiment, aidée à voir à quel point ça pouvait être effectivement un sujet complexe et qui touche énormément de gens, voire toute notre population. Et c'est ça qui m'a amenée ensuite à lire beaucoup plus sur la question sociale et politique en fait liée aux relations sociales, parce que c'était un peu ça qui m'a menée sur la piste de bah, c'est tout le monde là, c'est commun là comme souci. Donc ouais, des grosses évolutions là-dessus. Et ça aide dans un sens de se dire qu'on n'est pas seul, donc avant, j'avais pas un peu honte même de parler de chemin en solitaire parce que je me disais: «Bah là, j'écris sur internet que j'ai pas d'amis et que je suis toute seule, c'est quand même pas fun et puis on n'a pas forcément envie de mettre ça en avant» et en fait, aujourd'hui, je vois ça presque comme une force et il y a vraiment, je pense des personnes qui lisent peut-être aujourd'hui mes textes qui bah, en tout cas des retours que j'ai eus qui me disent que ça leur fait du bien de voir justement qu'il y a pas qu'eux et elles qui pensent comme ça et qui ressentent ça. Donc je suis très fière aujourd'hui de pouvoir, de dire que je participe un peu à peut-être du répit pour certaines personnes. Et justement sur l'aspect d'un phénomène commun et d'aller sur le constat, si tu veux bien, on va peut-être jeter un œil un peu à l'étude de la Fondation de France, Ouais, qui a été publiée donc le 27 janvier 2025. Alors, je pense que je vais me calmer un peu sur les liens dans le chat directement, puisqu'on va mettre en place du coup le doc partagé. Donc comme ça vous laisse plus d'opportunités d'interagir dans le chat. Mais comme d'habitude, je vous passe quand même en vue de navigateur. Donc encore une fois, c'est une étude qui a été publiée cette année, 27 janvier, donc sur 2024. Je ne vais pas vous la lire en entier, hein, mais on va essayer de rebondir peut-être sur certains éléments qui vont rentrer hein, évidemment en écho avec beaucoup d'autres choses qu'on va voir ce soir. Et évidemment, Claire, si à n'importe quel moment tu veux réagir à certaines données ou m'interrompre ou me contredire, ça vaut aussi pour le chat. Si vous avez des compléments d'information, si vous avez des contradictions, si vous avez des questions aussi simplement sur des termes, bah surtout n'hésitez pas. Le live est fait pour être interactif aussi. Donc très rapidement, en France, l'isolement relationnel ne cesse d'augmenter. C'est l'un des constats de la dernière édition de l'étude annuelle sur les solitudes en France de la Fondation de France, présentée le 22 janvier, à la veille de la Journée mondiale des solitudes. Alors déjà, il fallait savoir qu'il y a une Journée mondiale des solitudes, c'est pas forcément su par tout le monde.
Intitulé Le temps des solitudes, les fragilités relationnelles à l'épreuve des temporalités, est réalisé en partenariat avec le CERLIS, Audentica et le CREDOC. Cette étude explore l'évolution de ces phénomènes dans le temps et au cours des cycles de vie. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les données, donc je vais un petit peu baisser tout ça. En 2025, 12% de plus de 15 ans se trouvent en situation d'isolement relationnel, ce qui signifie, point de définition important, qu'elles ont peu ou pas de contact physique avec d'autres personnes. Ce chiffre est en augmentation de 1 point par rapport à 2023. Blablabla. L'isolement relationnel touche particulièrement les personnes aux revenus les plus bas. Ça, on va revenir dessus parce que c'est Mhm. une donnée assez importante. 17% sont isolés contre seulement 7% des individus disposant de hauts revenus. Par ailleurs, un Français sur 4 affirme se sentir régulièrement seul, un sentiment qui affecte davantage les personnes en chômage, 44%, que les actifs occupés, seulement 23%. Ce ressenti est profond, plus de 8 personnes sur 10 qui déclarent se sentir seules disent souffrir de leur situation. Le sentiment d'abandon, d'exclusion ou d'inutilité reste élevé, 33% des répondants déclarent le ressentir souvent ou occasionnellement. Alors encore une fois, et là ça va être assez important je pense sur la suite du live, et peut-être que Claire tu vas rebondir dessus, là on a parlé de plusieurs choses. On a parlé d'isolement social avec peu ou pas de contact, donc qui est une réalité physique, on va dire, mais qui ne se retranscrit pas forcément sur les ressentis, sur les sensations, puisque là, Mhm. on va beaucoup parler de sentiments de solitude, de sentiments d'isolement, qui évidemment est très subjectif. Et donc ne peut pas forcément être mesuré pour dire bah, si vous êtes entouré de 5 personnes, bah, vous ne pouvez pas vous sentir seul. Si, pour le coup, il y a des gens qui, même dans un groupe, peuvent se sentir seuls, ou des gens qui, même seuls, en tout cas pas avec des contacts physiques, se sentent très bien avec leur solitude. Donc évidemment, sur ces sentiments de malaise, d'exclusion, d'abandon, et ressentir une souffrance derrière, il y a évidemment une part subjective et individuelle qu'il ne faut pas oublier. Claire, tu veux rebondir Et juste un juste, peu sur ça? ouais, Vas-y, je t'en prie. justement là-dessus, ce qui est intéressant, plus je lis un peu sur des auteurs et des autrices, par exemple, de recherche ou quoi que ce soit, c'est que longtemps, en fait, la solitude a été perçue scientifiquement comme un symptôme à d'autres maux, à d'autres maladies, à des problèmes physiques, à d'autres problèmes mentaux, etc. Et c'est assez récent en fait, c'est que seulement pouvoir dans les je dirais les années 80-90 même, qu'on a commencé à voir ça comme un vrai enjeu en tant que tel et pas seulement comme un symptôme. Et c'est notamment à cause du fait justement que, bah, c'est subjectif et c'est difficile à calculer, c'est difficile à comprendre parce qu'on peut justement être seul et pas ressentir de solitude ou être en contact de plein de gens et quand même l'être. Donc il y a tellement d'enjeux qui peuvent rentrer en jeu là-dedans que ça a été très longtemps en fait complètement délaissé par la recherche et par la science. Et justement, alors je vous montre un article de France Info qui rebondit hein, sur cette enquête. Et c'est vrai que ce qui est pas mal mis en avant, alors pas tant sur cet article finalement, je vais peut-être plus vous montrer cet article, mais vous en faites pas, je vous en montrer d'autres. Je rappelle d'ailleurs au passage que si je vous montre des articles avec un accès abonné, n'hésitez pas, si vous n'avez pas d'abonnement, à m'écrire en DM, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Twitch. Je vous enverrai un lien, comme vous pouvez voir, je peux vous offrir légalement les articles. Parce que dans les nouvelles études, les nouvelles analyses par rapport à la solitude, Claire, on voit qu'il y a un accent qui est vraiment mis sur la solitude chez les jeunes, qui s'est apparemment beaucoup intensifié depuis le Covid notamment. On pourra vous donner des données hein, sur ça, il y a beaucoup, beaucoup de sources. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, quand on parlait de la solitude et de l'isolement social comme un problème, on parlait généralement des seniors. C'est vrai que c'est resté très Mhm. longtemps en termes de discours au niveau médiatique et même dans les études, de dire attention, l'isolement chez les seniors est vecteur de risques cardiovasculaires, de risques d'apparition de maladies neurodégénératives, et puis plus généralement de mal-être. Mais c'est vrai que là, de plus en plus, on parle de la propension des jeunes à souffrir de mal-être vis-à-vis de la solitude. Et encore une fois, j'ai plein de ressources à vous montrer. D'ailleurs, notamment, après on en parle hein, dans un instant, Claire, mais cet article de Curieux et un autre article de Science et Vie de Thomas Allard, qui se trouve être dans le chat, c'est Finky du 33, nous te saluons, qui m'a gentiment aidé pour la recherche de ressources sur la solitude. Et on peut voir, donc c'est un article publié en 2024,
Non, en 2025, pardon, 7 février 2025, mais sur des études publiées en 2024 qui révèlent que 62% des 18-24 ans se sentent régulièrement seuls, contre 37% des personnes âgées de 65 ans et plus. Et on pourra revenir sur ces données. Pour toi, Claire, justement, quand tu as commencé à travailler sur les amitiés, la solitude, etc., tu avais aussi cette vision d'une solitude et de relations sociales qui s'effritent avec le temps et que c'était pas forcément un phénomène lié à la jeunesse ou tu n'avais pas vraiment cet a priori? Je pense que j'avais effectivement l'idée que, bah, je c'est voilà, les petits papis, les petites mamies, qui sont tout seuls chez eux, qui ont plus vraiment de famille, quoi que ce soit. Enfin, vraiment, l'image qu'on peut se faire un peu de cette solitude-là. Et c'est aussi pour ça, je pense que, j'ai eu besoin d'écrire parce que justement, je me reconnaissais pas dans les sources que je pouvais trouver et les ressources auxquelles je pouvais avoir accès. Donc ouais, non, effectivement, je partais aussi avec, cet a priori, ouais. Alors justement sur les profils, je voulais vous montrer cette étude du baromètre de la solitude 2025 réalisée par l'IFOP pour l'association Astrée qui fait un petit point hein, sur la situation actuelle. L'étude bouscule également les idées reçues. Les jeunes adultes 18-24 ans sont les plus touchés par la solitude chronique, 40%, bien plus que les personnes âgées de plus de 65% qui déclarent à 7% ressentir cette solitude chronique. De plus, la solitude frappe de manière disproportionnée les populations déjà vulnérables dans le sens qui sont plus sensibles à d'autres affections qui peuvent être diverses. Hein. Ça peut être des affections psychiques, ça peut être une proportion plus grande pour les addictions notamment par rapport aux populations évoquées, à la précarité, etc. Donc, 31% des catégories modestes contre 11% seulement des catégories aisées, 33% des personnes LGBTQIA+, contre 16% des hétérosexuels, 24% des célibataires contre 13% pardon, des personnes en couple. Par ailleurs, les actifs font face à une solitude professionnelle accentuée par le télétravail qui réduit les opportunités de créer des liens sociaux au quotidien, bien qu'il reste plébiscité. De manière générale, alors, je voulais vous montrer un petit peu voilà, ce petit graphique. Est-ce qu'il s'affiche bien à l'écran? Ouais, j'ai l'impression. Mmh. Euh, on voit donc que la solitude est de plus en plus exprimée. Donc, 31% des Français en parlent en 2024 contre 25% en 2018. Parmi les jeunes, les personnes pardon, qui ressentent de la solitude, 40% des jeunes de moins de 25 ans l'expriment ouvertement contre 20% chez les plus de 65 ans. Donc encore une fois, hein, quand on est sur des études déclaratives comme ça, évidemment, entre le ressenti et ce qui est dit derrière, il peut y avoir un gros écart. Hein. Donc attention toujours aux chiffres. Mais moi, surtout, ce que je voulais vous montrer, on va parler hein, ensuite évidemment des conséquences sur la santé de l'isolement, de la solitude, etc. Mais de manière peut-être un peu plus frontale. 76% des personnes chroniques seules se déclarent malheureuses, contre plus 42% par rapport à la moyenne nationale. 74 se sentent inutiles, 75% estiment ne pas être à la hauteur, et ça peut entraîner des comportements à risque. 67% se dévalorisent fréquemment dans les moments de solitude, 46% consomment antidépresseurs ou anxiolytiques, soit 18 points de plus par rapport à la moyenne nationale, et 65% ont eu des pensées suicidaires, soit 33 points de plus par rapport à la moyenne nationale. Et j'en profite parce que c'est toujours utile de vous rappeler quelques numéros utiles, dont le numéro de SOS Amitié que vous avez dans le chat, ainsi que le numéro national de prévention du suicide, le 3114. J'ai beaucoup parlé, excusez-moi. Toi, justement, Claire, quand tu as commencé à travailler un petit peu sur tous ces sujets, que tu as essayé d'avoir un petit peu ce côté plus recherche aussi, est-ce que tu as Mmh. été justement étonné de voir que finalement c'était aussi présent dans la population aujourd'hui, que c'était un phénomène à la fois mondial, pas que national, et aussi étendu de manière générale? Alors oui et non. C'est vrai que sur le coup, quand on voit les chiffres, je trouve qu'ils sont quand même assez choquants de voir qu'il y a, autant de proportions, de la population, en plus au niveau mondial, qui se retrouve dans de la solitude. Mais après, plus je regardais un peu les causes et les effets que ça pouvait avoir et cetera et qu'on essaie de regarder ça un peu, au niveau plus large, bah, je trouve que ça se comprend quand même bien. On vit quand même dans une, on vit dans une société. On On vit vit dans dans une une société quand société. même dans une société, assez particulière et en fait, il y a
elle a énormément évolué ces dernières décennies. Et là, ce que je comprends en tout cas des recherches qui sont faites, c'est que on est un peu les premières générations qui se retrouvent avec cette sorte de monde hybride et technologique. Et c'est un peu nous en fait qui essuyons les plâtres. Et donc, je trouve que ça se comprend en fait. Qu'il y ait beaucoup de monde qui n'arrive pas encore à se retrouver ou qui manque encore justement des espaces, par exemple en ligne ou virtuels, etc., dans lesquels tout le monde peut être satisfait, on va dire. On va parler justement de ces espaces, mais justement pour montrer que finalement c'est vraiment un phénomène mondial qui est de plus en plus pris en compte, mine de rien. Mhm. Si vous ne saviez pas, il y a même une commission au sein de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est montée, qui s'appelle la Commission on Social Connection, donc des relations sociales, globalement. Alors, je vais vous passer à l'écran, encore une fois, vous en faites pas, vous aurez toutes les ressources à la fin dans le doc partagé. Je sais pas, est-ce que ça s'affiche? Ouais, bon, ça s'affiche à peu près bien. Et ce qu'on voit en fait, c'est que l'OMS insiste vraiment sur le fait que, à la fois, c'est un phénomène global, puisque les estimations globales estiment donc qu'un adulte sur 4 souffre d'isolement social. Et c'est bien indiqué. Alors, je vais essayer de vous zoomer sur ça. Voilà. Oui, non, peut-être. Oui, on est bon. Sur les impacts sur la santé, puisque c'est vrai qu'on peut se dire, finalement, la solitude ou le sentiment de solitude ne crée qu'un mal-être, de rejet, etc., qui finalement n'est pas si important que ça. En tout cas, c'est un préjugé qu'on pourrait avoir. Mais le site de l'OMS est évidemment énormément d'études et encore une fois, vous avez 15 000 sources qu'on va vous donner. Précise bien, alors comme à chaque fois, je vous mets la petite traduction de DeepL, l'isolement social et la solitude ont des conséquences graves et encore trop peu reconnues sur notre santé et notre durée de vie. Les personnes dépourvues de liens sociaux courent un risque plus élevé de décès prématuré. L'isolement social et la solitude sont également liés à l'anxiété, à la dépression, au suicide et à la démence et peuvent accroître le risque de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. L'isolement social et la solitude ne nuisent pas seulement aux individus, ils ont également un impact négatif sur des communautés et des sociétés entières. La recherche montre que leur sécurité, leur prospérité et leur gouvernance efficace dépendent largement de la qualité des liens sociaux dans les quartiers, sur les lieux de travail et dans les écoles. D'ailleurs, Claire, et je vais peut-être te laisser Mhm. rebondir dessus en l'affichant à l'écran, tu m'as partagé aussi pas mal de sources et j'ai découvert, Ouais. grâce à tes sources, qu'il y a aussi un désengagement politique et même un virement plus dans l'extrême droite observé avec ce sentiment de solitude. Donc, est-ce que tu peux... Alors, tu préfères que je te mette d'abord le rapport de Commission européenne ou l'article du Time? Si tu veux rebondir dessus. Tu peux mettre le rapport de la commission. Allez, je le passe à l'écran. Et si tu veux nous en dire deux, trois mots, tu voulais peut-être plus le bas par rapport à... Ouais, Ouais, c'était social issue. Ouais. c'est ça, c'était loneliness as a social issue, je crois. Attends, je retrouve ça. Ouais, je crois que c'était ça. Et tu peux mettre more details et normalement tu vas avoir une autre petite page qui va D'accord. s'ouvrir avec les civic behaviors. Ou alors, je sais pas si le texte ici. Après, le texte expliquait déjà pas mal de choses, Ouais, c'est ça, hein. si Bah, tu si voulais tu veux, dans rebondir ce cas, dessus. peut-être rester sur le texte d'avant et puis me passer un petit DeepL dessus parce que je n'ai pas, moi, Pardon. l'extension. Hop, 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 hop. Alors, encore une fois, vous retrouverez toutes les sources au besoin. Alors, je vois un peu mal, mais c'est ça. C'est que la solitude en tant que problème social. L'enquête européenne sur la solitude révèle que les personnes seules sont plus susceptibles de faire preuve d'une confiance réduite et de se retirer de la participation politique. Elles sont moins susceptibles de faire confiance aux autres, moins 27%, et plus susceptibles de ne pas voter, plus 42%. Et ça, je trouvais que c'était quand même hyper parlant, parce qu'en fait, il y a beaucoup de liens qui ont été faits sur le fait que on se sente pas important quand on se sent seul, et qu'on sente qu'on n'ait pas d'impact, et que en fait, ça sert à rien qu'on vote et qu'on soit dans la société. Et donc, les gens ne votent plus. Et donc là, le petit texte,
Les personnes interrogées qui ne voteront probablement pas en fonction de leur état de solitude. Les répondants définis comme peu susceptibles de voter sont ceux qui ont choisi très probablement je ne voterai pas comme réponse à la question s'il y avait une élection générale. Donc c'est ça, les gens ne votent plus. Hum, hum, hum. Et voilà, Et c'est ça, ouais. tu veux que je passe un peu l'article du Time aussi qui va un peu dans ce sens Ouais, peut-être? Alors, hop. oui, ça peut être bien, ouais. Alors, dis-moi un peu quelle partie t'intéressait. Mais c'est vrai que moi, j'ai été quand même assez surpris d'apprendre ça parce que c'est vrai que c'est des mécanismes qu'on peut peut-être un peu au doigt mouillé se dire ah oui, en effet, ça fait sens, mais de voir que c'est bien noté scientifiquement, qu'il y a des vraies Mhm. études et que c'est étudié voilà, sur les comportements, c'est vrai que c'est assez intéressant de Ouais. voir ça. Le troisième paragraphe, il était intéressant, je trouve, à Ouais, partir c'est vrai de que c'est To le Be dernier. Sure. Du, Plutôt en, to be plutôt sure, en to haut, be sure, déjà, pour pardon, pardon, commencer. hop. Ouais. Oui, oui, Encore au-dessus de oui. la pub, je crois. Vraiment, troisième paragraphe Oui, tout en haut. pardon. Hop, T'inquiète pas. je vous mets encore une fois le DeepL pour Voilà. vous épargner la lecture en anglais si vous le souhaitez. C'est ça. Donc là, c'est vraiment l'idée que, on vit donc dans une société et que ça peut faire peur. On en parlait en plus dans un de tes lives, récemment, le Ouais, doom tout à fait. scrolling et tout ça. Et que si ces inquiétudes sont effectivement fondées, l'intensité de ces craintes et la spirale du malheur sont révélatrices d'une mentalité plus large de bunker, une manifestation de ce que certains psychiatres ont appelé une psychose partagée, dans laquelle un nombre croissant de personnes vivent dans des réalités alternatives et se préparent à des scénarios apocalyptiques en construisant des avant-postes isolés, en faisant des provisions et en vivant en dehors du réseau. Bien que de nombreux facteurs contribuent à sa récente prolifération, je soupçonne qu'une grande partie de la paranoïa apocalyptique découle de la solitude, un problème persistant que la pandémie de Covid a encore aggravé. Et je trouve que ça fait quand même un beau parallèle avec énormément de choses qui se passent aujourd'hui. Et il y a une étude européenne qui avait même prouvé, je crois, que donc on vote plus à droite justement parce qu'on se sent seul et qu'on a peur et qu'il n'y a rien qui va. Et donc on a plus tendance à en vouloir aux autres, notamment aux immigrés, quand on se sent seul. Et il y a une autre étude qui avait été faite aux États-Unis, j'ai plus la date exacte, mais la question c'était sur qui pouvez-vous reposer quand vous avez besoin d'aide, que ce soit pour garder les enfants, quand vous avez besoin d'un coup de main, d'un lift pour aller faire des courses ou pour emprunter 100 dollars ou je ne sais quoi. Et les personnes qui répondaient je n'ai personne sur qui compter bah, avaient beaucoup plus tendance à voter pour Donald Trump. Donc aujourd'hui, on peut dire, et ça a été prouvé, que la solitude amène l'extrémisme et l'extrême droite. Mm. Et ça, c'est quand même assez perturbant et assez affolant quand on y pense, parce que c'est pas un lien que j'aurais fait moi personnellement avant de lire toutes ces recherches et de commencer à vraiment m'intéresser à cette question. Bah, j'ai été assez surpris aussi, et c'est vrai que quand j'ai mis un peu de réflexion derrière et que j'ai essayé de rationaliser tout ça, c'est vrai que finalement, quand on se trouve seul, peut-être plus que quand on se sent seul, mais quand on est Mhm. physiquement seul, c'est vrai que finalement, on n'a personne pour remettre en cause nos biais cognitifs, et que les biais cognitifs du populisme, hein, notamment, jouent justement sur des préjugés assez faciles, sur lesquels on pourrait aller assez naturellement, en fait, si on n'a personne pour nous confronter un peu à la réalité des choses et pour confronter nos opinions, et que peut-être que cet isolement aussi amène à s'auto-convaincre de certaines choses en se disant bah, finalement je vais aller vers des sources qui me confortent dans mes propres opinions. Et c'est vrai que bah, si on n'a personne pour derrière dire attention, peut-être que tu vas un peu loin sur certaines choses, peut-être que tu devrais aussi te confronter à d'autres réalités, enfin, je reconnais la logique qu'il peut y avoir derrière cette confirmation de billets qu'on peut déjà posséder en étant isolé, en effet. Mais c'est ça, et c'était même un peu le cliché qu'on avait pendant longtemps en France sur les électeurs du RN. On disait ah bah c'est les campagnards qui ont jamais vu une personne métisse, une personne noire ou même une personne arabe ou quoi que ce soit dans leur village qui vont voter parce qu'ils ont peur de l'inconnu, d'où d'ailleurs le terme xénophobe, hein, c'est ça, on a peur de la différence et on connaît pas et on sait pas ce que c'est. Et en fait, on se rend compte que ça a vraiment juste évolué et maintenant c'est même dans nos villes parce que la solitude aujourd'hui est partout.
Et Voire plus c'est ça. présente dans des milieux urbains qu'en ruralité, Voilà, puisque finalement, dans le milieu urbain, il n'y a pas ce sentiment de communauté et de petit village qu'il peut y avoir dans certaines ruralités. À nuancer, évidemment, hein, en fonction c'est ça. des ruralités, mais le fait d'habiter en ville dans une zone densément peuplée ne vous protège absolument pas de ce sentiment de solitude, en effet. Non, non, au contraire et justement, je crois que c'est, dans un rapport, je crois que j'avais mis la source, le, Snapchat Friendship Oui, Report tu veux que de je le passe 2000, rapidement? ouais, on peut, Allez. ça ferait un Alors, beau petit juste avant, parallèle. je note juste le nom de John Cacioppo, donc oui, neuroscientifique, C'est oui, c'est ça. qui est souvent cité dans les différentes sources qu'on a. Et donc, bah, si ça vous intéresse, en effet, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur la question. Donc, c'est assez Ouais. intéressant. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit plutôt bien. Il y a une Oui. partie en particulier que tu voulais diffuser? Page 11 et 12 surtout, qui parlent des raisons pour lesquelles les gens perdent contact avec des proches et que je trouvais très intéressante. Je vais essayer de l'ouvrir aussi en même temps. Hop. Mhm. Encore une fois, hein, dans le chat, si vous avez des questions sur les points qu'on Ouais. aborde, si vous avez des témoignages hein, à avoir, des contradictions ou quoi, surtout n'hésitez pas à intervenir. C'est vrai qu'on vous montre plein de ressources et on discute un peu Mmh. entre nous, mais l'objectif, c'est aussi de vous apporter des billes de réflexion. Donc là, c'est ça donc Snapchat, écrit un rapport sur l'amitié, toutes les années et quelques. Donc là, celui-là, je crois que c'est celui de, 2020, si je dis pas de bêtises. Et ils sont aussi intéressés à la question de pourquoi, en fait, on perd des amis. Ce que je trouve intéressant parce qu'on parle beaucoup de solitude, on parle beaucoup de l'état actuel des gens, mais on n'explique pas comment on est arrivé à ce point-là. Et donc ils ont fait un petit sondage et ils se sont rendus compte que ce qui peut beaucoup impacter les amitiés, c'est justement la distance et notamment, les déménagements dans des nouvelles villes, aller dans une autre fac ou, une autre université que les copains avec qui on a grandi et avec qui on est à l'école. Hem, Partir même juste changer de quartier et déménager dans un autre endroit dans une grande ville. Tout ça, c'est des points qui sont assez intéressants et on parlait justement du passage du petit village et cetera à, la grande ville et justement qu'on pouvait perdre un peu ce côté social. Beh, c'est vraiment le cas, il semblerait. Il y a encore une fois beaucoup d'études qui prouvent que le côté anonyme des grandes villes, bah, n'aide vraiment pas à cette situation et au contraire, c'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes se sentent mal parce qu'on perd de plus en plus de villages, on a de plus en plus de très grandes villes et au final, bah, on est un parmi des millions quand on vit dans des très, très grandes villes et ça fait une sacrée différence au quotidien que quand on connaît ses voisins, qu'on peut aller toquer et qu'on peut demander, «Ah, t'as pas du sel, s'il te plaît?» ou «Ah, bah, viens manger» ou quoi que ce soit. C'est vrai que, on perd de plus en plus, ces aspects-là de notre société. Sur l'aspect cause, notamment, si tu veux, je peux revenir un petit peu en arrière pour l'article de Thomas Allard, aka Oui, Fiki du 33 dans le chat, qui, alors lui, mais s'est oui, surtout bien sûr. intéressé à cette propension chez les jeunes, essayer d'expliquer pourquoi dans la jeunesse on constate ce phénomène. Et il y a quelques petites données intéressantes. Donc, il a interrogé Aude Caria, qui est directrice de Psycom, ce que je vous encourage. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur Psycom si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur, de manière plus générale, la santé mentale. C'est une bonne source d'information. Il a aussi, donc, alors ça, je vais peut-être pas le vous passer parce qu'il est réservé aux abonnés et je n'ai pas tout le truc, mais il a écrit un article pour Science et Vie. Donc, je vais juste vous lire deux, trois choses. Déjà, peut-on affirmer que le sentiment de solitude progresse chez les jeunes générations? On réinsiste hein, sur les données qu'on a déjà données, mais en effet, au-delà du sentiment, c'est aussi une réalité. Hein. Il y a un sentiment beaucoup plus fort chez les jeunes qui s'accroît de ce sentiment de solitude.
Et Otkaria dit, par rapport aux causes de ce sentiment d'être isolé, ce problème est multifactoriel, évidemment, hein, jamais de cause unique sur ce genre de phénomène. Tout d'abord, il y a une montée en puissance de la précarité chez les jeunes, que ce soit lors de leurs études ou bien au cours de leur entrée dans la vie professionnelle, où les premiers emplois sont souvent peu rémunérateurs, donc on insiste encore dessus. Les personnes précaires sont plus généralement isolées et ressentent plus l'isolement que les personnes aisées. On va pouvoir revenir un petit peu pourquoi. Cette précarité agit comme un frein à la vie sociale car ils se retrouvent en difficulté, ne serait-ce que pour sortir avec des amis, se rendre à un concert ou bien encore à un mariage. Je passe un petit peu. Hop, 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 hop. Alors non, pardon, je pensais aussi à du coup l'article de Science et Vie. Alors je vais peut-être pouvoir vous passer un petit extrait avec caféine si je l'avais. Non, je l'ai plus en. Eh ben c'est pas grave, parce que je l'ai à peu près en tête et c'est Le Monde, je crois qui. Attendez, pardon, c'est un peu le bordel. Hop, voilà. Cet article du Monde qui en parlait pas mal. Pour vous résumer, ensuite je vous mettrai hein, toutes les ressources, vous en faites pas. Ils insistent aussi sur le fameux côté les réseaux sociaux. Quid des réseaux sociaux? Et c'est vrai que ça, c'est un peu un grand sujet parce que. Attendez, je vais ressortir de la vue de navigateur, ça sert à rien. C'est un peu le gros sujet, les réseaux sociaux, parce que c'est souvent le bouc émissaire facile. On dit souvent, ah bah oui, les réseaux sociaux, finalement, sont responsables de tous nos maux. C'est la fameuse phrase de boomer, de dire, ah, ils sont... on n'a jamais été connectés, et pourtant on s'est jamais senti aussi seul. Alors, oui, il y a un petit côté boomer derrière ça et un petit côté un peu facile. Il y a un fond de vérité dessus. Et en fait, ce que soulignent la plupart des ressources que j'ai pu trouver pour ce live, en fait, c'est que les réseaux sociaux, oui, accélèrent ce sentiment de solitude quand il y a un phénomène de comparaison par rapport aux autres, puisque à partir du moment où on se compare, notamment via des réseaux où la vie sociale est extrêmement mise en avant, on peut se dire ah bah regarde toutes ces personnes qui sortent, qui voient des gens, etc. Avec ce phénomène en fait de se comparer à sa propre expérience, on peut se sentir plus seul et donc avoir un truc un petit peu performatif aussi derrière, mais que il n'y a aucune relation entre sentiment de solitude et l'utilisation massive des applications de messagerie. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a souvent ce préjugé, notamment parmi des générations un peu plus vieilles, de dire vos relations en ligne et vos relations sur les réseaux sociaux, quand vous discutez avec vos potes, ce ne sont pas de vraies amitiés. Et en fait, toutes les études ont l'air de montrer que si, en fait, ce sont de vraies amitiés qui participent à ce sentiment en fait de se sentir entouré. Et vous pouvez vraiment communiquer et avoir un vrai sentiment d'apaisement vis-à-vis de vos relations sociales via les réseaux sociaux si vous communiquez, mais qu'il faut qu'il y ait interaction pour justement sortir de ce sentiment de solitude. Claire, toi justement, par rapport à tout ce côté un petit peu réseaux sociaux, etc., t'en as un petit peu parlé hein, dans Chemin solitaire, et on en a un peu parlé, je crois, en off aussi à plusieurs reprises. Toi, justement, quel était un peu ton rapport aussi par rapport à la fois ces discours et peut-être aussi tes amitiés sur les réseaux, en ligne, etc. Sachant que je précise un petit peu pour le chat, mais aussi pour peut-être te faire rebondir dessus. Toi, actuellement, tu habites au Canada, tu n'es pas originaire du Canada, Ouais. donc tu as vécu aussi, comme tu disais, un déplacement aussi qui a, j'imagine, aussi impacté un petit peu tes relations sociales. Ouais, non, complètement. Et c'est d'ailleurs le sujet de mon prochain texte, donc c'est Je tease. assez drôle qu'on arrive là-dessus. Voilà, c'est ça, vraiment. Euh, mais c'est ça, ma vision des réseaux sociaux, elle change beaucoup, même sans parler forcément de mon immigration au Canada, même quand j'étais en France après les études. Donc, j'ai fait des études en journalisme. Mes amis sont partis aux quatre coins de la France. Moi, j'ai fini à Paris. J'étais toute seule et les réseaux sociaux, c'était une des rares façons que j'avais encore de communiquer avec elle et eux. Et, et déjà à ce moment-là, ça m'a sorti de périodes assez compliquées mentalement, on va dire, de pouvoir garder un lien avec ces amis-là. Et aujourd'hui, et c'est même grâce à ça que j'ai juste contact avec ma famille, en fait, quand on y pense. C'est grâce à WhatsApp et à Facebook et à Instagram même que ma famille peut voir un peu ce que je fais, etc. Donc, il y a un vrai besoin de lien, je pense, auquel on peut répondre grâce aux réseaux sociaux. Après, je pense encore que ça peut être dangereux, justement, quand on arrive dans la comparaison, dans
le FOMO, donc le fear of missing out, cette peur du manque, de vraiment justement voir ce que les autres font et se dire ah bah j'aurais pu être invité, ah pourquoi moi j'étais pas invité, ah mais moi je fais pas des trucs aussi cool, et ah moi je suis partie en vacances en Bretagne, je suis pas partie en vacances à Bali, je suis trop nulle, ou voilà, vraiment tout le temps être dans cette sorte de comparaison sans fin. Et la Bretagne c'est très très bien. Mais c'est ça, je pense que ça peut vraiment aider et en même temps, ça peut faire beaucoup de mal. Et je pense que c'est pas la faute des réseaux sociaux en soi. C'est vraiment nous, comment on se sent, si on est déjà fragile sur ces questions-là et si on est capable de prendre le recul qu'il faut prendre quand on a besoin de le prendre, quoi. Et justement, en fait, pour rester dans ce côté, on va détricoter un petit peu certains préjugés. Et non, c'est mon... Bon... Est-ce qu'on est bon? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous Normalement, on est dire dans bon. le chat si vous nous Normalement, on est entendez? bon. Voilà, c'est bon. Super, merci beaucoup. Ouais, en effet, il y a eu un problème de connexion de la table. Donc, pardon, j'étais en train de dire, on était un peu en train de détricoter, pardon, le côté réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que là, pour le moment, on a parlé surtout des impacts négatifs de la solitude et de la perception négative de la solitude, mais il peut y avoir aussi une solitude positive. Il y a des gens qui peuvent apprécier la solitude, apprécier les moments, et il y a eu aussi beaucoup ces dernières années un discours assez positif sur se retrouver seul, essayer un peu le côté self-love aussi, qui va un peu parfois avec le côté développement personnel qui est qui est très commun aujourd'hui finalement. Et toi justement, si on peut revenir un peu sur le côté solitude choisie versus solitude forcée versus solitude perçue, quelles ont été un peu tes réflexions par rapport à tout ça? Et je crois savoir, mais je ne veux pas te outer parmi le chat, que t'es pas forcément quelqu'un qui a du mal non plus avec une certaine forme de solitude quand elle est choisie. Non, oui, c'est ça, exactement. Je pense que c'est très sain de se retrouver et je pense que, on a tous et toutes besoin de moments, juste entre nous, enfin entre soi, on va dire. Mais, on arrive enfin je trouve que la ligne peut être très fine entre même cette impression en fait même de solitude choisie qui en fait n'en est pas une et plus en fait se satisfaire de ce qu'on a. Parce que c'est aussi important des fois de juste se dire: «Bon bah, je suis toute seule, autant que j'apprenne à apprécier ça». Hem Et en fait, se rendre compte derrière que, bah, peut-être il y a quand même un petit manque au fond de nous et que peut-être au final c'est bien d'être seul, mais que ce sera mieux d'être un peu plus accompagné de temps en temps. Donc c'est ça, ça pareil, je trouve que c'est une question qui est très personnelle et personne en fait ne n'aura la même réponse, je pense, sur, quelle est la limite entre cette solitude acceptable et même appréciable et la solitude de: «Bah, là, ça me manque là pour de vrai de d'avoir une vie un peu plus sociale et d'avoir un peu plus de personnes avec qui discuter». Donc c'est ça. J'adore être seule de temps en temps, mais c'est vrai que, on est, je pense, et surtout ça a été prouvé que même au niveau physique et au niveau physiologique et au niveau mental, qu'on a besoin d'être en contact avec d'autres personnes et et c'est ça, je pense qu'on peut pas le nier, en fait. On ne peut plus le nier aujourd'hui du fait que c'est possible d'être seul tout le temps. Je pense pas que, ce soit, ça franchement possible ou sain. Mais avant de vous passer une nouvelle source qui me paraît assez intéressante, l'article du New York Times, hein, Claire, je te tease, Ouais. voilà. Alors là, je vais vous sortir un truc au doigt mouillé parce que je ne me souviens plus de la source, mais je crois que c'était un post Insta ou une story que j'avais vu il y a quelques mois qui disait un truc que je trouve assez juste par rapport aux ressources qu'on a pu consulter pour préparer ce live, à savoir la solitude choisie est un privilège. Et je trouve que c'est assez intéressant justement de le noter comme ça, de dire que justement, en fait, faire le choix d'apprécier la solitude et de pouvoir prendre des moments pour soi, bah, évidemment que il faut prendre conscience aussi que bah, c'est un privilège que tout le monde n'a pas parce que bah, il y a des gens qui sont bah, peut-être dans des familles nombreuses et qui n'ont pas de chambre pour eux et donc qui n'ont pas forcément cette possibilité aussi de se retrouver pour un moment. Il y a des gens qui, parce qu'ils sont
dans un environnement extrêmement demandeur aussi de leur temps n'ont pas forcément cette opportunité. Et que finalement, et là c'est là où je vais faire la transition avec l'article du New York Times. Encore une fois, si vous voulez accéder aux articles mais que vous n'avez pas d'abonnement, il suffit de m'envoyer un DM, je vous offre l'article légalement, puisque je peux encore vous le partager, qui dit quelque chose d'assez intéressant. Alors évidemment, je ne vais pas vous lire tout l'article parce qu'il est extrêmement long, comme vous pouvez voir, ça fait tout ça. Mais ce qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'il parle de l'historique de la prise en compte de la solitude en tant qu'objet d'étude et phénomène social. Et en fait, on se rend compte, enfin, en tout cas, moi, j'ai appris à la lecture de cet article que c'est extrêmement récent. Alors, j'essaye de Mhm. vous retrouver le passage qui en parle, mais alors voilà. Là, en fait, on vient un peu sur le côté presque étymologique en fait de ce Ouais. terme, de la solitude, où il explique que finalement les rares mentions de la solitude, en tout cas du terme loneliness dans les œuvres notamment anglaises et américaines, anglo-saxonnes, en font généralement référence pour parler justement de quelque chose de plutôt positif. Qu'il y avait cette vision Mhm. globalement plutôt positive parce que c'était justement l'occasion de se retrouver seul pour penser, pour réfléchir, pour créer aussi. Il y avait une grosse part créative hein, derrière le fait de se retrouver seul. Et que finalement, c'est à peu près dans les années 50 qu'on commence à se dire il y a un mal-être qui naît autour de la solitude. Et ce qu'on peut voir, et ce qui explique très bien l'article, c'est qu'il y a une corrélation directe entre mondialisation, industrialisation et capitalisme, on en revient à ça, et Mhm. ce sentiment de mal-être qui peut naître vis-à-vis de la solitude. Alors, Claire, je ne sais pas si tu veux rebondir directement sur ce que je viens de dire ou sur l'article, mais ça me fait une petite transition peut-être pour parler aussi justement, puisqu'on parle capitalisme, de l'aspect peut-être plus politique aussi qu'il y a derrière nos amitiés et la solitude, et peut-être parler un peu de comment on capitalise aussi sur les relations sociales. Donc là, je te Ouais. lance un petit peu sur plein de sujets, rebondis sur ce que tu veux et on déroulera le fil. Ouais, juste par rapport justement au fait qu'avant, notamment dans les années 1800, etc., on parlait de loneliness que comme quelque chose justement qu'on recherchait pour les raisons que tu mentionnais tout à l'heure. Justement, on vivait dans des maisons avec 15 personnes dans la même chambre, on vivait dans un petit village et on n'était jamais seul, etc. Mais sinon, la seule façon dont on parlait de justement cette solitude d'une manière plus négative, c'était en fait, par exemple, la période du romantisme, quand l'être aimé n'était pas là. Ça, on peut tous penser à un poème, ou à un texte ou quoi que ce soit qu'on a pu étudier quand on était au lycée sur: «Ah bah, un seul être nous manque et tout est dépeuplé» ou plein de choses dans le genre là et c'est assez intéressant parce que encore aujourd'hui, notre société, elle pense à nos relations sous surtout 2 spectres. La famille, notamment les enfants et cetera et le couple. Et quand on y pense, tout est pensé par rapport à ça. Autant nos avantages sociaux que, la façon dont on pense nos maisons, nos appartements, qu'est-ce qui est acceptable, au niveau, en termes d'arrangement d'habitation et cetera. C'est bien vu de vivre en couple avec des enfants, mais c'est pas bien vu de vivre en colocation avec 5 copains quand on a, 35-40 ans. Donc il y a vraiment énormément de choses qui rentrent en jeu là-dessus et même nos assurances au travail, on peut toucher la mutuelle de son conjoint, mais on pourrait jamais offrir, la mutuelle à nos amis ou enfin, tout ça, ça rentre justement dans cette question de capitalisme et c'est ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, toute notre société repose sur ces points-là et pourtant, en fait, toute la société est contre, en fait, cette recherche d'amitié ou en tout cas n'être vraiment pas à ce niveau-là, quoi. On est toujours dans la recherche, de performance, de capital de capitaux, on doit toujours être plus productif au travail, on doit toujours faire plus et puis après on doit s'occuper de sa famille et puis, il faut qu'on ait des enfants, hein. Macron il l'a dit, il faut qu'on repeuple et pourtant on Réarmer, parle il pas faut en voilà, réarmer. c'est ça, il faut réarmer la France dans tous les sens du terme. Hem mais pourtant, en fait, il y a vraiment que très, très peu de choses qui sont mises en place pour aider à contrer cette solitude-là, alors qu'on le voit de plus en plus que c'est un vrai problème et on voit que ça a des vrais impacts sur les gens, sur la société, même sur la politique, sur énormément de choses. Mais aujourd'hui, notre société capitaliste, bah, elle s'en tape complètement et c'est ça fait un peu peur, dans un sens, de voir ça.
Pour les gens qui écoutent peut-être le live mais qui regardent pas forcément, si ça te va Claire, je vais peut-être juste lire les 2 paragraphes que je viens de traduire, parce qu'ils me paraissent Ouais. vraiment intéressants, hein, pour rebondir, sur ce qu'on disait. Alors voilà, hein, ça répète juste ce qu'on disait, mais du coup, c'est l'article source. Dans l'annexe de A Mhm. Biography of Loneliness, Band Alberti inclut un graphique décrivant les incidences du mot solitude dans une base de données d'ouvrages de langue anglaise imprimée entre 1550 et 2000. De 1550 à 1800, la ligne oscille entre 0 et 0,0001%. Puis dans les années 1820, la courbe s'élève de façon vertigineuse comme un alpiniste qui escalade une falaise. Il n'y a là aucun mystère, le monde changeait rapidement, la guerre, la mécanisation, l'essor des métropoles, la guerre à nouveau, les communautés se sont désintégrées, parfois à la suite de conflits, parfois parce que les habitants pensaient pouvoir trouver de meilleures opportunités ailleurs. Les gens ont quitté les petites villes pour s'installer dans de vastes cités anonymes, donc on revient à cette idée, hein, de la vaste cité où on devient un anonyme par rapport au petit village où on était quelqu'un. Ce faisant, ils ont cherché une nouvelle étymologie pour expliquer le coût émotionnel. Lorsque nous regardons le graphique de Band Alberti, c'était probablement ce que nous voyons. Et je continue avec ce deuxième paragraphe et ensuite je vous laisserai le consulter si vous le souhaitez. Dans les années 1950, une petite cohorte de scientifiques américains a commencé à se pencher pour la première fois sur les causes et les effets de cette nouvelle maladie moderne, créant ainsi ce qu'est aujourd'hui le domaine en plein essor des études sur la solitude. Parmi eux, David Hessman, sociologue, a défini cette émotion comme étant inextricablement liée à l'absence. L'Amérique de l'après-guerre était prospère, admet Hessman, mais la prospérité avait encouragé les Américains à se préoccuper des mauvaises choses. C'est ce qu'il a appelé l'auto-directedness dans son best-seller The Lonely Crowd, qu'il a écrit avec Nathan Glazer et Roel Deney. Aujourd'hui, nous l'appellerons FOMO, donc le fameux FOMO, Fear of Missing Out, qui, donc, comme on disait, peut s'appliquer autant sur les relations sociales qu'on en a parlé donc, lors du live sur le dooming, sur l'information de manière générale. On a toujours peur de manquer, on a peur de ne plus être dans la boucle et d'être lésé. Les Américains jetaient constamment un coup d'œil par-dessus la clôture de leurs voisins, admirant le kit barbecue, la piscine. Lorsqu'ils ne parvenaient pas à se procurer ces choses pour eux-mêmes, la solitude s'installait. Donc, encore une fois, article assez intéressant, assez long. Je vous laisserai un peu Ouais. le consulter, hein, de votre côté, mais assez complet quand même, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources complémentaires si vous le souhaitez. Mais de manière générale, là, on a pu donc évoquer les conséquences sur la santé de la solitude. On a pu faire un petit peu un constat et vous donner des ressources. Claire, si tu veux bien, peut-être qu'on va doucement aller à la fois sur le côté comment certaines entreprises finalement capitalisent sur cette solitude, puisque évidemment, quand il y a de l'argent à se faire, ça va très vite. Et après, peut-être parler aussi d'un peu plus le côté solution aussi, parce qu'il y a pas mal Mhm. de choses dessus, et notamment le dossier de Society qui est revenu dessus, et je suis assez critique quand même sur leur enquête, donc je vais pouvoir un peu Ouais. parler du côté journalistique, hein, aussi, c'est pas pour les démonter, mais je vais pouvoir rebondir un petit peu dessus. Toi, simplement, si tu devais partager un petit peu ton expérience justement avec le côté plus, pour revenir donc sur le côté service financier, capitalistique, etc. Toi, tu as tenté, et je reprends un peu ton article, les soirées meet-up notamment, et d'autres services, si je dis pas de bêtises, où tu as dû payer aussi pour Alors, je les ai pas avoir essayés. des... Tu les as pas essayés, pardon. J'ai pas essayé justement, ceux qui sont payants, mais pour moi, il y a vraiment, comme je crois que je l'ai dit dans le texte, une commercialisation de, l'amitié, où il y a de plus en plus de, services qui se lancent. Notamment, il y en a un qui est très connu, enfin qui commence à l'être en tout cas, et je crois même qu'il y a un article qui avait été écrit, par Libération, Oui, je sur je l'ai mis en les, ressources, ouais. Je peux ouais, le diffuser si tu veux. sur les repas avec les inconnus. Donc on Ouais. paye pour aller au restaurant avec des gens qu'on ne connaît pas, et ils sont censés nous faire faire une sorte de, questionnaire, de personnalité, voire même nous demander notre, signe astro et cetera. Je les ai pas testés. Il y en a à Montréal, donc où j'habite. Ça coûte quand même entre 60 et 80 $ je crois. Ou alors on peut prendre un abonnement mensuel et avoir plusieurs, repas compris dedans, et cetera. Hem, Déjà parce que je suis une pince, clairement, mais aussi parce que, j'ai eu des retours de personnes qui, elles, ont essayé et qui m'ont dit qu'au final, elles ont été placées à des repas avec des gens qu'ils connaissaient déjà. Donc c'est quand même un peu, aller à l'encontre du problème, dans un sens, ou en tout cas de la promesse du service.
Et surtout, donc moi je suis végétarienne, je peux pas garantir que le restaurant où je vais être placée va être végétarien ou qu'il y aura des bonnes options pour moi. Donc non seulement je vais payer 80 $ ou 60 $ pour m'inscrire, et en plus je vais payer un restaurant, parce que ça c'est en surplus de l'achat du service, où je vais peut-être manger une salade et un bout de pain. Donc pour moi je trouve que c'est pas la bonne solution. Mais par contre, je vois qu'il y en a de plus en plus. À Montréal, je sais qu'il y a aussi, par exemple, un club qui organise des sorties un peu rando, escalade, etc. C'est surtout, en fait, c'est parti de quelqu'un qui avait envie de créer une communauté autour de ça et qui maintenant monétise. Donc ça, je suis plus OK avec ça parce que c'est vraiment pour répondre aux frais de déplacement, les locations des véhicules, etc. Donc pour moi, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, les grosses entreprises qui commencent à essayer de grimper, notamment, comme je disais, là, les services de restauration ou en tout cas d'organisation de dîner, je trouve que c'est un peu particulier encore, ou en tout cas, j'ai pas eu d'assez bons retours pour me dire qu'il y aura peut-être une bonne solution. Et surtout, je pense que je sais pas en tout cas si ça peut créer de très belles amitiés de long terme. Ça peut arriver, on peut tomber sur un coup de cœur lors d'un repas et de rencontrer quelqu'un, de se dire ok cette personne je la revois dans 2 jours et puis ça va devenir ma meilleure amie dans 3 semaines. Mais sinon je pense que c'est plutôt pour pallier c'est un peu un pansement dans un sens. Ça va nous permettre de passer un bon moment avec des personnes sympas, avec qui on va peut-être bien s'entendre. Mais personnellement, moi, les meet-up que j'ai pu faire, justement, ça n'a pas été plus loin que ça. C'est vraiment, ok, c'était sympa, j'ai été au cinéma avec des gens, j'ai été au restaurant avec des personnes que je connaissais pas, on a bien discuté, on a rigolé sur 2, 3 trucs. Je leur ai jamais reparlé derrière et ils ont pas essayé de me contacter non plus. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui vont se poser sur le marché, je pense. Il y a de plus en plus de personnes qui essayent de trouver une façon de faire de l'argent grâce à cette solitude-là. Pour moi, la solution, elle n'existe pas encore. Alors, on va parler hein, ensuite des solutions possibles, mais justement pour citer des noms par rapport à l'article que tu évoquais, donc que je vous passe à l'écran actuellement. Donc, Libé, en effet, a fait un sujet dessus, évoque notamment Dix. Alors, je sais pas si ça s'appelle Diné ou Dixner. Je ne sais pas comment ça se prononce. Peut-être que dîner pour dîner, je ne sais pas. Et Time Je sais pas. Left. Et moi, ce qui m'amuse, ce qui me fait sourire, on va dire, c'est qu'ils mettent bien dans le chapeau entre ambiance CSP+, option entre soi et objectif shop. Libé s'est pointé à leur table. Merci beaucoup pour ton follow, si pas grave. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que, comme tu le disais, au final, il y a des options quand même assez chères. Par rapport à ce que tu as pu rencontrer. Là, ça parle d'ambiance CSP+, et si vous le voulez bien, je vais aller sur l'article de Society. J'espérais que Euh, tu fasses ce lien. Ouais, bah oui, 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 quand même, il fallait que je le fasse parce que le gros de leur enquête, voilà, donc l'enquête seul tous. Alors attendez, je vais bouger un peu l'écran pour que vous puissiez un peu plus voir. Alors je vais vous passer assez vite puisque l'objectif n'est pas de diffuser des documents accessibles sur abonnement. Je soutiens quand même le travail des journalistes, donc évidemment je vais vous passer juste assez vite et faire une rapide petite critique de tout ça. C'est que en fait la grosse enquête parle donc de Aventurer, qui est apparemment un service qui vous permet de vous mettre en relation avec des inconnus pour partir à l'aventure ensemble. Et ce que j'ai à reprocher notamment à cette enquête et de manière plus générale aussi à certaines solutions, et c'est ce qu'évoque un peu l'article de Libé aussi, c'est que finalement on se retrouve là, c'est le sujet de cet article. Merci, si pas grave, on doit bien redresser le dos. Claire, je t'encourage Oui, aussi, très bien. si tu n'es pas bien installé. Je me redresse. Merci pour tes tacs au point. Alors, je vous résume hein, l'article encore une fois, puisque je ne vais pas tout vous lire et tout vous diffuser, sachant que c'est un article pour abonnés. Mais on se retrouve vraiment dans une ambiance CSP+, Trek dans le Maroc, avec petit fond de néocolonialisme, de le petit guide local qui se marre bien en voyant des Parisiens bourgeois CSP+, se faire une petite aventure qui finalement ne mène à rien hein, si on lit un petit peu l'enquête. Et donc, c'est vrai qu'on revient quand même dans ce truc de c'est un service supplémentaire pour des personnes assez aisées, alors qu'on le rappelle, les personnes les plus touchées par la solitude et par le mal-être vis-à-vis de la solitude, c'est les personnes précaires. Et donc, finalement, il y a
cette contradiction qui se joue de oui, finalement, en fait, on va encore plus capitaliser sur ce problème, parce que c'est un vrai problème social et de santé publique, mais les personnes les plus concernées bah, n'auront pas accès finalement à tout ça. Et un peu cette sensation que finalement on règle un souci grâce à ça, parce que beaucoup d'entreprises vont sûrement se déclarer d'utilité publique, de l'ESS, etc. Mais finalement on reste sur de l'entre-soi CSP+. Donc c'est vrai que, alors je sais pas, tu as pu le lire toi Claire, cette enquête. Ouais, ouais, Euh, on, j'ai levé les yeux au ciel ouais, honnêtement quand j'ai vu le sujet. On est d'accord que Hem, journalistiquement, il n'y a aucune remise en question de cet aspect-là, finalement, dans l'enquête. non, honnêtement, je me suis même demandé si c'était pas sponsorisé par, l'entreprise, ou en tout cas s'il y avait pas eu un peu un une petite négociation ou quelque chose parce que c'est Hmm. vraiment, il y a que très peu de points négatifs qui sont bah, comme tu dis, il y a aucune remise en question de qu'est-ce que ça vaut vraiment comme service? Hem Donc ouais, c'est ça, pour moi ça va, puis pareil pour les services de restauration ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des moyens, qui peut se permettre de claquer, 80 balles en plus d'un bon restaurant. Donc on va dire, allez, un bon restaurant ici, ça va coûter entre 80 et 100 de plus par personne. Donc allez, on va arrondir sur 200 pour passer une soirée avec 5 personnes avec qui on va jamais reparler. C'est pas envisageable pour de plus en plus de personnes et honnêtement, pour moi, ça l'était pas. Connaissant un peu le risque de retombées positives qui, pour moi, était trop minime par rapport à ce que j'allais devoir littéralement investir, bah, je me suis dit: «Bah, au pire, j'irai me faire le restaurant toute seule et puis ça reviendra au même, quoi». Hmm. Donc heureusement, il y a des solutions comme Meetup qui, elles, restent gratuites ou alors c'est vraiment sur des bases de frais de dossier, donc vraiment du 1 €, 2 €, 2 pour juste aider les organisateurs qui mettent en place des belles activités. C'est un peu partout, c'est par les utilisateurs pour les utilisateurs. C'est pas des entreprises qui vont organiser des événements, des sorties ou quoi que ce soit. Donc j'invite vraiment beaucoup de monde à jeter un œil. Je pensais honnêtement que c'était un site qui était mort parce que j'en avais pas entendu parler depuis extrêmement longtemps. Mais non, ça existe encore toujours et je pense que même en France, il doit y avoir des sorties, des activités et plein d'autres choses qui peuvent être disponibles. Donc ça peut valoir la peine d'aller jeter un œil. Et je me Ça permets pour le de... coup, Pardon, vas-y. non, non, je disais ça pour le coup, je recommande. Ouais, j'allais dire, je me permets de faire une petite digression d'ailleurs justement sur l'aspect restaurant. C'est vrai que ça a été évoqué hein, dans les causes de pourquoi beaucoup de jeunes notamment ressentent ce sentiment de solitude avec l'aspect ils peuvent plus sortir entre amis et du coup ça empêche. Et c'est vrai que bah, simplement aller au resto, aller boire un verre, etc. Ça fait partie aussi de ces activités sociales qui demandent mine de rien de l'argent. Mais sur la question du restaurant plus spécifiquement, ça c'est une discussion que j'ai déjà eue avec plusieurs amis parce que c'est un sujet qui m'intéresse. C'est vrai que le restaurant aussi a un aspect très codé socialement, de Oui, même au-delà du côté financier, même sur des restaurants accessibles, on va dire financièrement, il y a une barrière dans beaucoup de populations précaires et modestes de le restaurant, ce n'est pas fait pour nous. Qui ne repose pas forcément sur un aspect financier, mais plus socialement de on ne nous a pas permis d'accéder à cette expérience qu'est le restaurant, parce qu'il y a une barrière sociale qui peut se créer et des habitudes aussi de se dire si on a de l'argent, on ne va pas aller au restaurant parce que ce n'est pas fait pour, évidemment, je cite des propos, hein, les gens comme nous, et on ne sera pas bienvenu, on ne sera pas bien à l'aise. Et c'est là où, et encore une fois, je reste dans la digression, mais je rebondis sur des conversations que j'ai eues avant, des stratégies marketing comme celle de McDo de dire venez comme vous êtes, c'est là aussi où c'est mmh efficace parce que à McDo ou dans les fast-food, on retrouve toutes les classes sociales. Les ouais. CSP+ vont manger à McDo, les personnes précaires vont manger à McDo, mais parce qu'il y a cette barrière sociale qui a été dépassée de pouvoir dire finalement, on ne va pas vous imposer un certain rituel très codifié du restaurant où vous allez vous sentir mal à l'aise parce que même des restaurants très accessibles financièrement et peut-être plus accessibles parfois que des fast-food ou d'autres petits trucs à emporter ne donne pas cet accès social parce que, enfin voilà, c'est pas ancré dans la tradition de l'accueil non plus, d'accueillir des publics plus précaires. Et donc on en retourne encore une fois à cet aspect de rien n'est fait pour vraiment aider les personnes précaires à sortir de cette solitude, alors que c'est les plus touchés. Mmh. Non, bien sûr. Voilà.
petite parenthèse fermée. Je voulais revenir aussi sur suite de l'enquête donc de Society avec quelques petites solutions évoquées à l'international. Donc notamment aux Pays-Bas avec ces caisses de bavardage. Je crois que ça a été expérimenté dans d'autres pays d'ailleurs avec cette Mhm. possibilité en fait d'annoncer que c'est une caisse où vous pouvez discuter, notamment pour briser l'isolement. Alors c'est surtout pour les personnes âgées, en tout cas c'est marketé, on va dire, pour les personnes âgées. En Allemagne, avec les bancs de discussion, donc même principe, vous pouvez vous asseoir dans des parcs sur des bancs où vous indiquez de façon subtile que vous êtes prêt à discuter et que vous pouvez discuter avec des inconnus. Pardon, les cercles aux États-Unis. Voilà, alors là, c'est assez rigolo, on va dire. La Suède qui encourage à se dire bonjour dans la rue, simplement. Et ça, c'est vrai que, et ça, j'ai déjà eu la discussion aussi avec plusieurs proches. On parlait justement de la différence campagne-ville. Et j'ai une amie qui venait justement plutôt d'un milieu rural et de petites villes, etc., qui me disait, Tain, mais en atterrissant à Bordeaux, je me suis rendu compte que les gens disaient pas bonjour quoi dans la rue. Même quand on se retrouve seul dans la rue, les gens ils disent pas bonjour. Alors que chez moi, venant de la personne, ça se fait. C'est vrai que on n'y pense pas nécessairement. Et bon, je suis pas forcément à vous dire, allez dire bonjour à des inconnus dans la rue parce que ça peut faire chier. Parfois, on a envie d'être tranquille aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est marrant de mettre ça aussi comme initiative pour briser l'isolement et la solitude. Bon, pour quels effets, je n'en sais rien, mais voilà. Le Japon, alors ça évoque rapidement les startups robotiques pour briser la solitude. Vous avez peut-être déjà vu certains robots justement qui sont faits pour ça. Royaume-Uni, alors il y a oui en effet le ministère de la solitude qui a été créé et qui travaille sur ces questions vraiment en termes de sujets de santé publique. Alors petite, voilà, ça évoque rapidement aussi en Corée du Sud avec ce phénomène des morts solitaires, donc des personnes qui sont tellement isolées en fait que elles sont en état de mort sociale, voire même, et là je fais un petit parallèle aussi avec un média pour lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, je vous en ai déjà parlé, Podcasting, où on a fait une série qui s'appelle Looking for Jacqueline, qui parlait aussi d'isolement social et de solitude, avec cet exemple d'une personne à Libourne qui a été retrouvée plusieurs années après son décès. Et justement, c'est toute une réflexion aussi sur à quel point les sphères publiques et les services sont défaillants, à tel point qu'on peut ne découvrir la mort de quelqu'un que 2 ans après sans que personne s'en inquiète. Donc je vous encourage à écouter cette série de podcasts si vous le souhaitez. Si pas grave nous dit bonjour à tous, désolé pour le dos droit, c'était un misclick, mais content d'avoir assisté à ça. Bah écoute, si ça peut nous aider à notre posture, merci à toi. Voilà. Ah oui. Et enfin, mais je vais pas vous le passer, hop, alors j'allais dire un entretien plus intéressant de Eric Klinenberg qui donne pas mal de billes de réflexion et qui est assez intéressant d'un point de vue de ses propos, même si je sais pas si tu as le même avis que moi sur cet entretien, Claire. Bah pareil, en fait, j'ai trouvé que Eric Klinenberg est très intéressant, mais que l'entretien donne vraiment très très peu de contexte et Mhm. journalistiquement, je l'ai pas trouvé ouf, sachant que, bah pareil, le chapeau, Eric Klinenberg est américain, sociologue et peut-être tout simplement le spécialiste mondial de la solitude. D'accord, mais il est sociologue dans quelle université? Il a fait quel C'est ça. ouvrage? Enfin, bon, passons. Ouais. Juste pour rebondir sur les solutions qui essaient d'être mises en place dans différents pays, je voulais parler aussi en fait, au Royaume-Uni, donc oui, il y a un ministère qui a été lancé là-dessus, mais en fait, on peut être prescrit par son médecin ou une infirmière ou à l'hôpital ou quoi que ce soit des activités sociales. C'est assez fou quand on y pense, mais on peut avoir une ordonnance pour rejoindre un club de jardinage ou un club d'échecs ou de Scrabble et avoir une sorte de recommandation pour des organismes communautaires dans notre coin ou des clubs qui pourraient nous recevoir, etc. Parce que justement, en fait, on se rend compte que, encore une fois, c'est un vrai problème médical. Et donc, au-delà de juste faire un ministère ou de juste essayer de mettre en place, par exemple, les caisses de bavardage ou quoi que ce soit, ils vont encore plus loin. C'est vraiment, ils forcent presque les gens, ou en tout cas, ils leur donnent
tout ce dont ils ont besoin pour aller chercher ce contexte social. Et je trouve ça absolument passionnant, en fait, de voir à quel point même la médecine et la société, en fait, se rend compte du besoin et a enfin essayer de mettre en place une solution pour contrer ça, quoi. Ouais, et je vous affiche à l'écran justement le lien que tu m'as donné, Claire, justement sur Oui. le social prescribing, donc qui vous décrit un petit peu ces actions. Sachant que apparemment, enfin en tout cas de ce que j'ai pu voir dans les recherches, en effet au Royaume-Uni c'est vraiment un thème qui a été pris à bras le corps depuis pas mal de temps déjà, et vraiment considéré comme un phénomène de santé publique assez important. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'on en parle, à part dans les rares articles qu'on a pu voir qui sont assez récents, que vis-à-vis des seniors. Il y a évidemment, alors je pense notamment, et d'ailleurs je voulais en parler un moment côté asso, l'organisme Petit Frère des Pauvres qui agit depuis longtemps pour l'isolement, mais qui se concentre seulement sur les seniors. Ouais. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il commence peut-être à s'ouvrir et à prendre en compte justement d'autres populations, mais j'ai l'impression qu'en France, tout le discours tourne autour de cette question des personnes âgées et très très peu finalement des autres populations. Est-ce que parce que ça fait quand même quelques années que tu es là et que tu as pu notamment travailler sur divers sujets, au Canada, c'est quelle perception de la solitude? Est-ce qu'il y a aussi cette impression qu'on en parle surtout quand il est question de seniors ou t'as pas forcément la même perception qu'en France? Non, je pense que c'est à peu près la même chose qu'en France. Ça tourne beaucoup autour de la question des seniors et quand ça parle des autres populations, c'est beaucoup lié au covid et à la pandémie et les impacts du télétravail ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que sinon, j'ai pas vu beaucoup de choses à part après, quand moi j'ai été chercher plus en détail, plus en profondeur, j'ai essayé de lire des livres et cetera sur toutes ces questions. Mais sinon dans les médias ou quoi, ça va tout de suite parler, réseaux sociaux, covid, pandémie, télétravail et les vieilles personnes souvent. Mmh. C'est vrai que finalement, et pour avoir été, déjà, on va dire, journaliste durant la période du Covid, c'est vraiment, il y a vraiment une grosse ouverture sur la santé mentale de manière générale. Moi, je sais que j'ai dû écrire une quinzaine d'articles par rapport au burn-out à la suite du Covid. Il y a eu énormément de prise en compte aussi de la santé mentale de manière plus générale. Et bon, on va dire, si ça a pu apporter peut-être quelque chose de positif, c'est vrai que le discours, en tout cas, après ça peut être que des positions, hein, pas forcément des actions, hein, mais à la suite du Covid, a permis quand même une meilleure prise en compte, en tout cas en France, de beaucoup de thématiques liées à la santé mentale, et notamment dans la presse, Mmh. j'ai l'impression. Ouais, donc 100. Je vais vous passer maintenant peut-être un petit article de ADN, si j'arrive à le mettre, pour parler justement peut-être plus du côté solution, mais moins capitalisé, on va dire. Si ça vous va, je vais juste vous le lire pas mal parce qu'il est en accès libre, donc tant qu'à faire, autant vous le lire. Et il est pas très long. Et après, Claire, je sais que toi, tu as très envie de parler un petit peu de la thématique évoquée par cet article, à savoir les tiers-lieux. Oui. Alors, je vous lis ça rapidement. Friends et How I Met Your Mother avaient trouvé la clé du bonheur, le tiers-lieu. C'est le café du coin où l'on tutoie le barista, le bar où l'on rejoint ses collègues après le boulot, le resto du jeudi soir avec ses potes. Dans le paysage urbain américain contemporain, les tiers-lieux font office d'espèces en voie de disparition. Les parcs, les bibliothèques et parfois même les trottoirs déclinent depuis des décennies. Plusieurs raisons envisagées par les sociologues: racisme, classisme, crise climatique, surveillance policière excessive, économie basée sur l'automobile, privatisation et hausse des prix, un effritement des espaces communs qui menace la cohésion sociale. Mais qu'est-ce que c'est les tiers-lieux? Après la maison, le premier lieu, et le travail, le deuxième, le tiers-lieu, third place en anglais, est l'espace où il est possible de se réunir, de se rencontrer et de partager. Le concept a été pensé en 1989 par l'américain Ray Oldenburg, professeur en sociologie urbaine. Dans The Great Good Place, il définit les bistrots, coffee shops, centres communautaires, bars et salons de beauté comme, comme des lieux importants, garants de la démocratie et du partage de l'espace public. Dans les années 2000, les Américains passaient environ 6h30 par semaine avec leurs amis. En 2014, le chiffre tombe brutalement à 4 heures. Le temps est happé par Twitch ou Instagram, nouveau tiers-lieu sans lieu.
bienvenue dans dans mon petit tiers-lieu. La bascule de 2014 n'est pas aléatoire. Elle correspond à l'année où la possession de smartphones aux États-Unis a dépassé les 50%, rappelle Business Insider. Mais les réseaux ne sont ni les seuls ni les premiers responsables. Pour Ray Oldenburg, ces espaces ont commencé à péricliter avec l'essor des streetcar suburbs, les banlieues résidentielles qui se sont développées avec l'essor des tramways. Suburbs qui, on le rappelle, sont destinés quand même à des personnes plutôt aisées, pardon, plutôt moyen plus quand même. Donc encore une fois, on n'est pas sur des quartiers résidentiels pour personnes précaires. On en revient à ce sujet. Sont venues ensuite les voitures, dont la multiplication a contribué à réorganiser les villes, et bien sûr la privatisation de l'espace. Des tiers-lieux de plus en plus inaccessibles. Pour Tina Smith, sénatrice démocrate, l'isolement croît lorsque les entreprises se substituent aux tiers-lieux. Si vous regardez la plupart des grandes villes américaines, vous constatez une ségrégation assez extrême entre les communautés riches et les communautés pauvres. Les gens riches vivent dans des endroits où ils peuvent avoir de grandes maisons fermées, leur propre piscine et leur propre parc privé, souligne-t-elle dans Business Insider. Pendant ce temps, les familles à faible revenu et même les familles de la classe moyenne se retrouvent dans des endroits où il n'y a pas assez d'arbres, il n'y a pas assez d'espace public, qu'il s'agisse de la piscine locale ou du parc local. Dans un contexte de gentrification, salles de sport chic, cantines bio, clubs hors de prix et adresses où les lattés au lait d'avoine coûtent 6 € constituent toujours des tiers-lieux, ils sont juste inaccessibles à la majorité. Par défaut, les ados se retrouvent dans les centres commerciaux et les vieux au McDo. Certaines franchises ont pourtant décidé de limiter à 20 minutes le temps que les seniors ont le droit de passer à table avec un café, ce qui est quand même hallucinant comme mesure de ne Mhm. pas pouvoir passer plus de 20 minutes avec son café. Une épidémie de solitude. Vous en faites pas, l'article est bientôt... Enfin, je ne vais peut-être pas tout vous le lire d'ailleurs, mais j'avais envie de continuer au moins cette partie. Une épidémie de solitude, des failles dans la conception de notre environnement lourde de conséquences. Avec l'expérience sociale du touriste perdu menée en 2014 à Seattle, l'urbaniste Mitchell Weldon a montré que les gens étaient 4 fois plus susceptibles de se venir en aide dans une ville comprenant des tiers-lieux. En 2023, le médecin administrateur de la santé publique Vivek Murthy parle d'épidémie de solitude. En 2018, un Américain sur 5 a déclaré se sentir seul ou socialement isolé, souvent ou tout le temps. Une récente étude a révélé que le taux de solitude chez les jeunes adultes a augmenté presque chaque année entre 1976 et 2019. Et lors d'un sondage YouGov de 2019, 22% des millennials ont déclaré n'avoir aucun ami. En France, on a parlé un peu de ces études, donc ça, je passe un petit peu. Chris Murphy, sénateur démocrate du Connecticut, propose de créer un Office of Social Connection Policy, donc qui revient un petit peu par rapport aux initiatives mises en place au Royaume-Uni et même au sein de l'OMS, de manière plus générale, pour inciter le président et les agences fédérales à renforcer les infrastructures sociales. Comment dire que vis-à-vis de Trump, j'y crois moyen. Au programme aussi, la sollicitation d'urbanistes, ce que nous appelons parcs ressemble à des parkings avec de l'herbe, peut-être un terrain de baseball, ce n'est pas le genre de parc qui attire les gens, déplore Tayana Panova, spécialiste des effets de l'environnement sur la santé mentale. Les parcs ne doivent pas être des champs stériles, ils doivent comprendre également des piscines, des bancs, des œuvres d'art, des fontaines, des terrains de jeu et des stands de nourriture, des lieux où les gens se rassemblent. Au fil du réchauffement climatique, l'ombre et l'eau sont de plus en plus nécessaires dans les espaces extérieurs, observe Business Insider. Je vais m'arrêter là pour cet article, je vous laisserai le consulter si vous le voulez, il est en accès libre. Et encore une fois, les sources seront mises dans le doc partagé, dans le drive de la chaîne, pardon. Mais ce qui est assez intéressant en fait avec tout ça, c'est qu'on se rend compte, encore une fois, que finalement, les questions de réchauffement climatique, enfin de dérèglement climatique, donc les questions écologiques, les questions d'égalité sociale, les questions de racisme, les questions de LGBT-phobie aussi, puisqu'on a pu voir que les personnes LGBTQIA+, sont beaucoup plus touchées par la solitude. L'intersectionnalité, finalement, on en revient à ça, Voilà. euh, concerne directement en fait tous les problèmes qu'on a aujourd'hui à l'échelle sociale rentrent en résonance avec cette problématique de la solitude, de l'isolement social et de ce sentiment de solitude qui impacte directement notre santé mentale. Donc finalement, c'est là aussi où je vais apporter un petit peu de positif. Agir sur un de ces points, c'est aussi contribuer de manière plus générale à un bien-être plus global. Donc ça revient un petit peu sur notre discussion de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, non, il y a 2 semaines du coup, sur le dooming, à savoir faire les choses à son échelle aussi et essayer d'avoir un petit peu sa petite niche. Bah, ça permet aussi de contribuer à plus de progrès de manière générale. Donc n'essayez pas de trop vous doomer et de trop vous déprimer si vous ne pouvez pas tout faire. Déjà, agir à son échelle, c'est cool. Claire, tu voulais réagir par rapport au tiers-lieu qui est un sujet qui te tient assez à cœur, tu m'avais dit. Ouais, ouais, pour moi, les tiers-lieux, c'est vraiment,
une énorme solution, en tout cas une partie de solution au problème de solitude. Mais pour moi, en fait, il y a deux types de tiers-lieux. Il y a les tiers-lieux commerciaux et les tiers-lieux communautaires. Donc, par exemple, là, dans l'article, ça parle par exemple de l'exemple de Friends et de How I Met qui utilisent le bar et le café. Mais même ça, c'est un tiers-lieu, mais qui n'est pas accessible par une certaine population. Et comme tu étais en train de dire, toute cette question d'intersectionnalité. Et donc, pour avoir des vrais tiers-lieux accessibles par tous et toutes, il faut aller vraiment au niveau communautaire. Donc, par exemple, les centres pour jeunes, pour qu'ils puissent se retrouver à payer les cours, ou des associations sportives financées par la région, par la ville ou quoi que ce soit. Et pour ça, bah, il faut des fonds. Et pour ça, il faut peut-être des gouvernements qui prennent ces questions-là d'intersectionnalité en compte, donc probablement plus de gauche. Donc pour ça, il faut que les gens votent. Et sauf que les gens qui se sentent seuls, je vais y arriver, ne votent pas ou pas assez. Donc en fait, on se rend compte que même au niveau de notre urbanisme et de la façon dont nos villes sont montées, il y a un effet de cause à effet, en fait, qui est lié complètement à cette solitude et à la question de est-ce qu'on a assez d'amis aujourd'hui. Et quand on y pense, c'est assez fou de voir que on peut redescendre aussi loin ou monter, selon dans le sens dans lequel on veut prendre ça, vraiment de moi je me sens seul en tant qu'individu à ça va avoir une incidence sur mon gouvernement, sur les fonds que vont avoir des organismes communautaires et à quoi va ressembler mon quartier dans 5 ou 10 ans. Parce qu'au fond, c'est ça, pour moi, le tiers-lieu, ça pourrait permettre à énormément de monde d'avoir un meilleur accès à des communautés et à se sentir moins seul et avoir des ressources, de l'aide, etc. Mais pour ça, il faut encore que le quartier ou la ville soit capable d'offrir ces lieux, ici, on a ce qu'on appelle les YMCA, et encore, je crois qu'il y a de plus en plus d'activités qui sont payantes, mais il y a aussi c'est ça, des clubs et des affaires qui sont encore un peu organisées et financées par les arrondissements de Montréal, heureusement. Mais là, vu qu'il n'y en a pas suffisamment ou que les budgets sont coupés, c'est pas suffisant, ou il y a des listes d'attente, et donc en attendant, on reste dans notre coin, et puis ça a une incidence directe sur la politique, sur le siècle suivant euh, du gouvernement et des élections, etc. Donc c'est assez fou de voir à quel point les tiers-lieux, en fait, c'est ça, peuvent avoir un énorme effet. Et surtout, je pense, une autre chose, c'est que dans Friends et How I Met, ils vont tout le temps dans le même bar et tout le temps dans le même café. C'est un peu le point de l'emblème de ces séries. Et aujourd'hui, je pense que quand on a les moyens d'aller justement dans des cafés, des restaurants, etc., on a les moyens d'aller en essayer plusieurs quand on vit dans une grande ville. Donc même notre habitude de consommation a changé par rapport à ces tiers-lieux-là. On va plus juste se dire ah bah j'ai mon petit café, j'y vais tous les jours, j'y vais toutes les semaines, j'y vais toutes les semaines avec les copains, on se retrouve tout le temps à ce spot-là. Maintenant, on va beaucoup être aussi de hey, il y a ce nouveau spot qui est ouvert, venez, on va l'essayer, ou ah venez, on va voir celui-là, ou ah celui-là, il avait l'air sympa, il est plus proche de Michel ou de Jean-Baptiste. Donc cette semaine, on va aller plutôt dans ce coin-là. Donc il y a énormément de choses qui tournent autour de ces tiers-lieux, qui je trouve évoluent encore avec notre société et avec la façon dont on consomme. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment un énorme indicateur de solitude, justement. Alors j'ai une question à te poser par rapport à ça, mais d'abord je me permets de faire un petit peu de backstory de la chaîne et de moi-même. Je vais vous donner le lore le lore de la chaîne. Moi, c'est vrai que je viens, j'ai grandi dans un quartier populaire, cité HLM, tout ça, où quand j'étais enfant, on avait un centre d'animation du quartier qui était hyper important pour la jeunesse du quartier, pour se retrouver, pour faire des activités ensemble, pour créer justement ce côté un peu communautaire. Et en fait, il y avait deux gros centres d'animation dans le quartier. Et un de ces deux centres, centre à Bordeaux, pour le coup, je vous situe géographiquement, est en grosse difficulté financière depuis quelques années. Et j'ai pu faire un entretien avec une journaliste qui avait bossé sur la question. Et il disait simplement, là en fait, on recherche des financements pour cette année pour survivre, pour tenir une année de plus. Mais à côté de ça, derrière, on ne sait pas comment on va tenir les années suivantes. Et c'est un centre d'animation qui existe, je crois, depuis une trentaine d'années. Et là, en fait, du jour au lendemain, ils vont peut-être disparaître. Et sauf que si eux, ils disparaissent, pour la jeunesse de ce quartier, il y aura quasiment plus rien en termes d'animation, de rencontres, etc. Et c'est vrai que ce qui est assez contradictoire par rapport à certaines positions politiques, notamment une certaine partie de la droite
et d'extrême droite de dire ah regardez les jeunes des quartiers qui traînent dans la rue et qui font rien, etc. Mais en même temps on ne finance pas ces structures qui permettent justement de se réunir et de faire des choses et de pouvoir aussi mettre à profit ce temps libre. Et il faut quand même imaginer que beaucoup de ces jeunes potentiellement s'ils n'ont pas ça, ils se retrouvent aussi en situation de solitude parce que personne à les voir, personne à les rencontrer, pas d'activité, pas d'accès forcément à certaines activités. Et ça, c'est une situation, je vous dis ça quand j'ai pu rencontrer une journaliste qui avait bossé sur la question par rapport à la sonnette d'alarme qui tirait à ce moment-là. À Bordeaux, mais comme c'est le cas dans plein de villes de France et à l'échelle nationale, voire internationale, il y a eu une immense baisse des subventions envers les associations notamment. Et là, il s'avère que le centre d'animation a le statut d'association de loi 1901. Et donc, on coupe encore plus dans leurs subventions, alors qu'ils n'avaient déjà pas de moyens. Donc, en fait, là, on se retrouve dans une hécatombe au niveau associatif local, parce qu'on nous dit, oui, mais on n'a plus d'argent, donc on va les investir ailleurs. Et sauf que les investir ailleurs, en fait, ça va créer d'autant plus de problèmes. Et si je reste encore dans mon petit exemple local actuel, et c'est pas pour m'attirer des ennemis, mais voilà. On a quand même un maire à Bordeaux qui a annoncé vouloir, pour lutter contre l'insécurité, augmenter le nombre d'agents de force de l'ordre équipés d'armes létales. Et c'est un objectif qui a été annoncé en disant on va de plus en plus armer nos policiers d'armes létales pour pouvoir lutter contre l'insécurité. Sauf que derrière, justement, les premières personnes qui sont stigmatisées par rapport à cette insécurité, c'est les fameux jeunes des quartiers, et on met évidemment toutes les représentations négatives qu'on veut derrière ces termes qui sont utilisés, auxquels finalement on ne donne plus aucune opportunité pour se rencontrer, pour occuper du temps, pour briser ce sentiment de solitude, pour créer du lien social, pour créer du dialogue aussi, hein, si on est sur le Mhm. côté plus politique et médiation, etc. Donc finalement, c'est pas une question de fond, c'est pas une question de problème systémique général, c'est une décision qui est avant tout politique de où on décide d'investir, où on décide de mettre l'argent, où on décide de faire des efforts et essayer peut-être d'agir dans un sens qui est plus sur le long terme et pas de se dire tiens on va réagir dans l'urgence à une situation parce que on a un mandat à finir, mais essayer de construire des choses plus longues. Donc voilà, ça c'était un petit peu ma petite parenthèse locale perso backstory. Et je voulais savoir, et évidemment tu peux rebondir dessus Claire si tu le souhaites, mais revenir sur cette question aussi de tiers-lieux virtuels, parce que l'article d'ADN, et j'ai pu voir ça sur d'autres sources, parle justement de notamment Twitch, comme ça permet aussi de parler, de faire un peu de méta sur la chaîne, comme d'une sorte d'espace de rencontre un petit peu virtuel et de sorte de tiers-lieu. Évidemment, c'est pas récent, hein. Avant on avait les forums, on a toujours eu des sortes de communautés sur Internet. Pour toi, justement, le tiers-lieu peut être aussi virtuel et avoir des impacts comme ceux physiques. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Au-delà même de Twitch, je pense notamment par exemple à Discord, où il y a de plus en plus de Discord, voire locaux ou même juste dédiés à des sujets, des intérêts communs. Par exemple, des gros Discord de jeux vidéo qui regroupent des centaines ou des milliers de gamers entre eux. Ou moi, je suis dans un Discord avec plusieurs milliers de membres qui est juste basé à Montréal. Ça permet déjà d'avoir des espaces rien que de discussion et d'échange. Et au-delà de se dire que ces Discord pourraient même mener à des rencontres, des activités ensemble, etc. Juste d'avoir parfois des personnes avec qui discuter dans la journée, ça peut être une différence énorme. Et Reddit aussi, quand j'ai écrit un petit peu sur justement, je crois que c'était mes premiers textes, ou sur la commercialisation de l'amitié, euh, j'ai été faire un tour sur Reddit et j'étais assez surprise de voir le nombre de posts sur ah, est-ce qu'il y a des gens qui veulent discuter, je me mets sur un serveur vocal parce que j'arrive pas à dormir, parce que je me sens seule, ou même juste des personnes qui se présentent et se disent ah ben j'ai besoin de discuter avec des personnes, voilà ce que j'aime, voilà ce que je fais. S'il y a des personnes qui se reconnaissent plus ou moins là-dedans, on peut juste chatter et discuter. Donc les réseaux sociaux, oui, je pense, ce que je disais, c'est un peu ce double tranchant de ça peut être très négatif, mais en même temps, ça peut être extrêmement positif et ça peut sortir des personnes vraiment d'une isolation totale, quoi.
Nolib dit l'âge d'or des jeux en ligne, style MMORPG ou Meporg, ont sauvé beaucoup de gens de la solitude, je pense, dont moi. C'est d'ailleurs dommage que cette tendance se soit perdue avec des jeux dont on enlève de plus en plus le côté social. C'est vrai que si on analyse un petit peu le côté jeu vidéo, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de jeux en coop, notamment, enfin que c'est une tendance par rapport à il y a 15-20 ans et moins présente. On enlève aussi beaucoup le côté multijoueur en local, où on peut jouer simplement à plusieurs manettes, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solo et beaucoup de compétitifs. Moi, c'est vrai que je voulais. Encore une fois, je vais rentrer un petit peu dans la backstory et rentrer un peu dans les coulisses aussi de la chaîne. C'est vrai que, en plus, ça me permet de faire une liaison avec le live de la semaine dernière sur le JDR comme outil politique aussi. Il est disponible en replay si vous voulez. Claire, c'est vrai qu'on a notamment eu un Discord pendant un an où on a pu Ouais. faire du jeu de rôle ensemble. Et c'est vrai que ça a permis, en tout cas pour moi, hein, je te laisserai donner ton expérience dessus si tu le souhaites. C'est nul. C'était nul à chier vraiment pendant un an. Non, non, mais c'est vrai que ça a permis, alors qu'on n'habite pas dans le même pays, et d'ailleurs, ça a Mhm. permis aussi avec une autre joueuse qui se trouvait en Finlande, donc on a pu faire un international edition du jeu de rôle. Ouais. Pour moi, c'est vrai que c'était aussi cette possibilité de garder un lien social avec des amis éloignés, mais aussi d'avoir ce côté, un hobby régulier. Parce que c'est vrai que sur les relations sociales, parfois, il y a aussi, enfin en tout cas pour des personnes comme moi qui sont pas forcément hyper sociables de manière générale, euh, un côté de l'habitude et un peu de l'obligation sociale, mais pas obligation au sens on est contraint, etc. On a toujours cette possibilité d'annuler, mais aussi cette possibilité de se dire on se fixe quelque chose qui va être tous les mois, tous les 2 mois, etc. Et qui permet finalement de garder un petit peu ce contact. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez important et intéressant pour des gens qui ont peut-être du mal aussi à garder des relations sociales et qui ont du mal à rester en fait peut-être amis avec certaines personnes ou à le garder sur long terme, de s'imposer aussi, enfin de s'imposer, non, on ne s'impose rien, mais en tout cas de se fixer quelques habitudes aussi sociales qui se permettent sans forcément, et c'est là où le jeu de rôle est sympa aussi, sans forcément avoir à se dire quelque chose, avoir à faire quelque chose, on se met un cadre aussi qui permet un petit peu de se réunir un petit peu au même niveau. Parce que je sais pas si vous avez ça aussi avec des personnes, parfois on se voit après des mois et on n'a rien à se dire, si ça peut Mhm. arriver. Et là, ça permet aussi par le jeu, et donc encore une fois, je fais un lien avec le live de la semaine dernière, si vous voulez le voir, par le jeu, ça Très bon permet live d'ailleurs, hein. aussi Je de... conseille le replay. Merci beaucoup. Euh, ça permet aussi d'apporter justement une activité sociale qui peut se répéter dans le temps et créer une habitude. Zoé dit, moi, ça m'a permis de garder un lien social et de ne pas se sentir complètement seul. Mhm. Voilà. Euh, Claire, est-ce que tu voulais rebondir sur quelque chose Ouais. qu'on a évoqué pendant le live ou compléter quelque Ouais, chose? ouais, bah, déjà, effectivement, moi, c'était la même chose que, que Zoé par rapport à notre jeu de rôle. Ça m'a vraiment permis d'avoir un lien social supplémentaire et c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ça pendant un an. Et puis, c'est vrai que le petit rendez-vous mensuel faisait beaucoup de bien au moral parfois. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a un peu un consensus sur cette solution-là aussi. En tout cas, je vois cette solution apparaître de plus en plus sur ces sujets de prévoyez en fait, c'est ça, ces moments avec vos proches, avec vos amis, comme on prend rendez-vous chez le médecin ou on prend rendez-vous chez le dentiste une fois par an pour être sûr de ne pas oublier, et c'est le rappel un peu obligatoire. Il y a de plus en plus de chercheurs et de chercheuses qui poussent les gens à se dire, bah voilà, voyez vos relations sociales comme ça. Notre société fait en sorte qu'on n'ait pas le temps de voir nos amis parce que le boulot, parce que le couple, parce que les enfants, parce qu'on essaye de tous et toutes caser 1 milliard de choses dans nos petites journées de 24 heures. Et donc de caler du temps en avance régulièrement avec nos amis, c'est apparemment vraiment une très très bonne façon qui a été validée par énormément d'experts et d'expertes pour garder ce lien-là. Donc c'est ça. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et moi, c'est un groupe d'amis qui a mis ça en place tous les trimestres. On se fait un très très bon restaurant de Montréal. Donc nous, on a la chance de pouvoir se le permettre, mais c'est pas pour autant que si d'autres personnes veulent essayer ça, ils doivent se dire qu'ils doivent aussi aller au restaurant tous les 3 mois. Mais nous, on a choisi cette formule et donc tous les 3 mois, on va dans un bon restaurant parce qu'on aime bien manger et que ça nous fait plaisir. Et on se donne un thème vestimentaire. Et voilà, c'est ça. Et juste, on va manger.
et c'est le fun et ce petit moment tous les 3 mois, on le voit venir, on s'en parle, on discute de nos trouvailles vestimentaires qui vont aller avec le repas et bah, ça crée beaucoup de liens, en fait, c'est ça et au-delà de juste le moment tous les 3 mois, bah, il y a justement toute cette préparation, cette anticipation et ce rappel de, bah, quand il y a des journées où ça va pas trop, de se dire: «Ouais, mais dans une semaine ou dans 2 semaines, je vois X et Y parce qu'on a ça de prévu depuis un moment» et ça aussi, ça peut avoir énormément de bienfaits, sur la santé mentale. Je suis curieux du coup dans le chat, est-ce que vous avez aussi des rituels, des habitudes, des choses un petit peu comme ça assez récurrentes que vous avez soit avec vos groupes Mmh. sociaux ou même de manière plus générale pour briser la solitude, hein, si vous aimez vous rendre dans un lieu pour rencontrer des gens ou quoi. Si vous avez des petites solutions finalement, bah, n'hésitez pas à les partager dans le chat puisqu'on est là aussi pour partager un petit Ouais. peu nos solutions. Donc surtout n'hésitez pas. Sinon moi pour ma part, alors évidemment il y a plein de sources que je vous ai pas montrées, mais vous les retrouverez dans le doc partagé. Mais j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de dire ce soir et des sources que je voulais voir. Mais Claire, toi, est-ce qu'il y a une source, un livre, un article ou une œuvre de fiction ou non que tu veux vraiment partager justement par rapport à cette thématique et que tu as vraiment envie de communiquer aux gens? Bah, il y a le livre Port d'attache, Osons révolutionner nos amitiés, de Karine Côté-Andretti, que j'ai lu et dont je parle justement dans mon dernier billet, de Chemin solitaire. C'est un livre vraiment qui voit justement l'amitié sous plein d'aspects et vraiment cette intersectionnalité et donc chaque chapitre est dédié un peu à un prisme, de l'amitié. Donc par exemple, ça va parler de la question raciale, la question du féminisme, la question justement de même, du masculinisme, du travail, même des questions mentales et cetera. Je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Par contre, je préviens, c'est pas de la fiction, c'est pas des textes légers, c'est vraiment presque des résumés d'articles de recherche ou beaucoup de citations de livres et cetera. Ça peut être un peu lourd à la lecture, mais si vous voulez beaucoup de sources ou être plus enfin, vous êtes intéressé à en savoir plus ou aller plus loin dans ces questions-là, je pense que c'est déjà un très, très bon condensé de, ce qui peut avoir été dit et fait, en la matière. Sinon, ma prochaine lecture, ça va être Bowling Alone de, Robert Putnam, qui est aussi un expert sur la question. Et en fait, le livre s'appelle comme ça parce qu'il est parti de la réalisation du club vraiment de bowling aux États-Unis, comme on peut l'imaginer par exemple dans le film Big Lebowski, et le fait que ça n'existe plus et qu'aujourd'hui on va faire du bowling soit seul, soit avec des comités restreints, donc quelques amis en mode sortie du samedi soir. Et il part vraiment de ce postulat il y a justement plus ces clubs et cette communauté-là qui existent. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la communauté, donc lui plus américaine, et est-ce qu'il y a des solutions à ça? C'est un livre qui date quand même d'il y a quelques années maintenant. Je crois qu'il est des fins années 90, voire début 2000. Je suis plus très certaine de la date de publication, mais c'est peut-être plus la chose la plus actuelle, mais il paraît que, enfin, c'est quand même il est énormément cité. En tout cas, dès qu'on parle un peu de recherche sur la solitude ou de ce qui se fait, de ce qui a été dit, c'est vraiment une grosse, grosse référence, Robert Putnam. Donc, c'est aussi un livre que je recommanderais. C'est certainement d'ailleurs ma prochaine lecture. Super. On a Nolib dans le chat qui nous dit: «J'ai la chance d'avoir un groupe de jeux de rôle et on se réunit tous les 1 ou 2 semaines. C'est vraiment un moment de respiration dans la semaine. En plus, on a accueilli un nouveau membre depuis quelques semaines et c'est cool de rencontrer et découvrir une personne par ce biais». Bah, c'est vrai qu'encore une fois, on reste aussi dans ce côté habitude et je pense que pour quelqu'un, qui connaît pas forcément un cercle, pouvoir rentrer aussi dans, un lieu accueillant où les gens ont un peu leur habitude, ça permet aussi justement de se sentir plus facilement, accueilli peut-être. Après ça dépend évidemment des gens avec qui vous jouez et de leur façon d'accueillir aussi de nouvelles personnes. Salut à toi Docteur Sleep, tu dis: «Désolé, je suis arrivé relativement tard, mais vous avez parlé du sport aussi pour créer des liens sociaux». Alors, le bowling est un petit peu un sport, mais en tout cas, si tu veux, ajouter quelque chose dessus, moi peut-être l'exemple qui me vient en tête, je reste, hein, dans mon petit, écosystème local. On a parlé notamment de la prévalence, de ce sentiment de solitude et des thématiques liées chez les personnes LGBTQIA+. C'est le Gyrophare, donc le Gyrophare qui est l'association qui réunit un peu toutes les assos LGBTQIA+, à Bordeaux et dans la région, qui a lancé
alors il y a quelques années, je crois que c'est assez récent, Girosport, qui permet en fait à travers différentes pratiques sportives et différents clubs de sport de se rencontrer entre personnes des communautés LGBTQIA+, pour justement briser l'isolement et pour se dire tiens on va faire du sport ensemble dans un environnement relativement sain, relativement safe et qui a permis justement aussi de développer pas mal de choses derrière. Donc je trouve que c'est une initiative assez cool. Évidemment avec aussi des facilitations pour les prix, pour la salle, etc. Mais si tu as une expérience à partager par rapport au sport, bah, surtout n'hésite pas à partager tout ça. Zoé, tu dis j'ai fait un voyage solo et j'ai essayé de me fermer à aucune rencontre. J'ai dormi chez l'habitant et ça m'a permis de rencontrer des gens du monde entier. Par exemple, je me suis fait un resto solo dans un musée. J'ai fini par faire la visite avec un prof d'histoire américain qui était aussi seul. C'était hyper enrichissant. Alors c'est vrai que le voyage en solo est souvent cité. Il y a un peu ce côté... merde, j'ai plus le nom du film. Live, Eat, Pray, c'est ça? Ah, Eat, Pray, Love. Eat, Pray, Love. Mhm. Donc c'est un peu dans cette image romantique aussi du voyage, etc. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. On est aussi, bah, encore une fois, dans cette question aussi des moyens qu'on peut avoir hein, Ouais. derrière. Mais c'est vrai que ce côté voyage en solo revient souvent dans les discussions justement sur le rapport aussi à la solitude et aux rencontres. MacTime, bienvenue à toi. Tu te dis le sport ou les clubs de sport surtout ont été le meilleur moyen de rencontrer des gens pour moi personnellement et Dofus. Alors c'est vrai que la grande époque de Dofus et d'Internet et des meuporgs, on en revient à ça. Mais c'est Ouais. vrai que le sport en tant qu'outil social est aussi très souvent cité. Et d'ailleurs, justement, hein, dans les politiques publiques, etc., c'est souvent cité comme un des grands arguments pour défendre Ouais. le sport associatif, notamment de dire ça fait du lien social, etc. Mais en fait, c'est pareil. Énormément de clubs de sport et d'associations sportives aujourd'hui manquent énormément de subventions, de financement et sont en grande difficulté. Donc il faut les soutenir à la fois par l'action publique, par l'action politique et financièrement si vous avez les moyens, évidemment. Mais c'est hyper important aussi d'insister dessus, notamment pour briser l'isolement et rétablir du lien social et de manière plus générale du lien politique aussi, puisqu'on en revient à ça. Ouais. S'il n'y a pas de... Vas-y, je t'en prie, Claire. Par rapport au sport aussi, je pense moi, c'est vraiment le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai commencé à vouloir rencontrer de nouvelles personnes. Je me suis inscrite à un cours de pole dance parce qu'il y avait pas le cours de danse que je voulais ou justement au niveau communautaire dans mon coin et cetera. Au final, on était 2, dans le cours, en plus du prof, donc moi qui imaginais un grand groupe justement où j'allais pouvoir faire plein de rencontres, c'était un peu raté. Mais aujourd'hui, en tout cas dans les grandes villes, et je vais surtout parler du cas de Montréal, il y a de plus en plus de cours qui sont à la carte. Donc vraiment, on peut aller par exemple dans un club de spinning, le truc en vélo dans les salles obscures, là où il y a quelqu'un Hmm. qui nous crie dessus pendant 1 heure, ou le yoga, ou le pilate, ou quoi que ce soit, où on y va pour l'activité en tant que telle et pas tant pour le côté social qu'il peut y avoir justement dans un club de sport plus communautaire, plus local ou quoi que ce soit. Et donc aujourd'hui, j'ai changé de club. Je suis dans un club où on est de plus d'une quinzaine par cours et je me suis pas fait une seule amie dans ces cours-là. Parce que on arrive, on est dans les vestiaires, on change, on fait le cours avec la prof qui nous parle de la chorégraphie, etc. Mais on est toute focus sur ce qu'on fait et à la fin du cours, on prend nos affaires et puis on rentre chez soi. Donc je pense qu'il y a aussi, comme j'en parlais un peu rapidement tout à l'heure, ce gros changement de consommation. Par exemple, avant, bah, on demandait au voisin si on pouvait lui emprunter une boîte d'œufs. Aujourd'hui, on commande sur Uber Eats quand on n'a pas envie de se faire à manger ou qu'il nous manque quelque chose. On prend un Uber pour aller à l'aéroport quand on a besoin d'être emmené quelque part. On peut louer une perceuse comment ça s'appelle, Bricorama ou ce genre de magasin plutôt que pareil d'appeler son oncle pour venir nous poser une étagère. Donc il y a vraiment des gros changements et encore une fois, on revient au capitalisme et aux moyens et à l'argent et à plein de choses. Mais il y a un gros changement, je pense, qui a été fait au niveau de la façon dont on consomme les choses, autant les produits que les services. Et donc, je pense que même au niveau sportif, aujourd'hui, ou en tout cas, je vais encore une fois garder l'exemple de Montréal, on reste sur je vais faire du sport pour faire du sport. Et je vais plus faire du sport pour aller rencontrer du monde ou même dans une salle de gym ou quoi que ce soit. On perd de ça, je trouve, aujourd'hui.
Alors je rebondis sur, enfin je lis l'article de MacTime et je rebondis sur ce que tu dis. Ultra d'accord avec toi, Claire, il y a surtout beaucoup moins de clubs et l'adhésion se fait par trimestre, session et pas à l'année comme on pouvait avoir l'habitude en France. Ouais, C'est aussi beaucoup plus cher. Et je voulais c'est ça. aussi en profiter pour dire que, évidemment, là on parle de sport, etc. Le sport n'est pas forcément accessible à tous et à toutes. C'est vrai que dans les Ouais. statistiques, enfin j'ai pas vu de statistiques par rapport au handicap. Et pourtant, enfin c'est assez. Enfin, je pense que c'est aussi prévalent chez les personnes en situation de handicap, les phénomènes de solitude, et que ce soit justement vis-à-vis de l'accessibilité à certains services, ou même de manière plus générale par rapport au sentiment d'exclusion parmi certains groupes sociaux. Je pense aussi que chez les personnes en situation de handicap, il y a aussi une grosse prévalence, mais qui a pas été notée d'ailleurs dans les statistiques qu'on a vues. J'ai pas vu de statistiques dans ce sens-là. Mais j'ai pas vu trop de statistiques non plus, mais je pense qu'on peut partir du postulat que elles font partie de ces populations, déjà plus sensibles et plus touchées par ces questions-là, je pense. Bien sûr. Sachant que la plupart des personnes en situation de handicap sont aussi plus touchées statistiquement par la précarité, qu'on a vu que les personnes Ouais. précaires sont les plus touchées par ces phénomènes, et donc bah, potentiellement une double peine aussi pour ces personnes-là. Et j'en profite parce que je me suis posé la question, parce que ça devait forcément exister. On a parlé t'as parlé de ubérisation, notamment. Et on a parlé capitalisme, et je me suis dit, c'est forcé, il doit exister un service pour louer des amis. Et Oui, en fait, bien pendant qu'on sûr. était en train de parler, bah, du coup, j'étais en train de faire des petites recherches. Et oui, en effet, c'est complètement possible aussi de louer un ami. Donc, on est aussi sur l'ubérisation de l'amitié jusqu'à ce point-là. Et je suis tombé notamment sur yourfriendly.com qui te permet de transformer votre vie sociale. Je vais vous passer ça à l'écran rapidement si je peux, parce que leur discours marketing est assez intéressant. Attendez, je vous passe ça. Ah merde, j'ai perdu la. Attendez, cadre de navigateur. Non, navigateur. Oui. Un, 2, 3. On est bon. Donc, on revient justement sur ce côté qu'on évoquait un petit peu en début de live, ce truc très positif où je disais bah, peut-être que des entreprises vont s'en servir pour faire se déclarer entreprise de l'ESS, etc. Et ben en fait, là, on est un petit peu dans ce genre de discours parce que Your Friendly a été créé avec une vision simple, rendre l'amitié accessible à tous. Nous avons été inspirés par l'idée qu'il est parfois difficile de trouver des amis pour partager des activités, discuter ou simplement passer du temps de qualité. Il a compris, ok, que de nombreuses personnes Mmh. traversent des périodes de solitude et de déconnexion, même au sein des sociétés de plus en plus connectées. C'est pourquoi Your Friendly a vu le jour avec pour objectif de faire de l'amitié une expérience accessible à tout moment. Nous croyons que l'amitié n'a pas besoin d'être compliquée, qu'elle peut être fluide et adaptée à vos besoins. Évidemment, si vous payez leur service. Donc, C'est c'est vrai ça. que c'est très marrant ce côté. En plus, avec la petite photo cliché là de les mains qui se Ouais. serrent comme ça. En plus, on peut voir des mains avec des carnations différentes. Voilà, C'est interdit ces photos normalement, ouais. on n'a plus le droit de les utiliser en 2025. Nous promouvons la diversité, l'inclusion et le respect mutuel au sein de notre communauté. Donc voilà, on est vraiment sur un discours on est géniaux et on fait une belle. Voilà. Mais c'est un service voilà, pour. Alors, je suis curieux de voir leur offre. Est-ce que. Alors, J'allais louer dire, un ouais, si ami on a permet une d'avoir idée de la des prix, compagnie instantanée. Ok, confidence et conseils. Sauter le pas, bah non, ah, il il faut faut les les contacter, contacter. ouais. Mais vous pouvez sauter le pas et louer votre ami. Voilà. Ah! Si vous Bah, pensez à voilà, je vais faire une ça, tiens. reconversion professionnelle, peut-être. Attendez, je suis très curieux de voir. Alors non, ça c'est mon feed avec mes petits comics de grenouilles. Mais je voulais voir leur Insta. Ils ont plus d'Insta. Bon, ok, tant pis. Ouais. Mais voilà, vous saurez. Finky, le truc Your Friendly, on dirait une secte. Ouais, bah il y a. Ouais, on dirait une start-up, quoi. Hein. Enfin, je suis désolé. Hein. Oui, on dirait une secte, on dirait une start-up. Hein. Écoutez, les amis, bah, je crois qu'on a pas mal fait le tour. On a discuté de pas mal de choses. Claire, tu as autre chose sur lequel tu voulais rebondir ou est-ce qu'on va doucement vers notre Juste conclusion? là sur l'idée de la secte, oui, c'est vrai on a aussi vu justement une grosse augmentation du sentiment de solitude avec les années où on a perdu en appartenance religieuse.
Parce Oui, qu'avant, c'est vrai. bah, justement, il y avait l'église et il y avait la communauté locale qui allait à la même église et on y allait le dimanche, etc. Donc on revient sur toutes ces questions de récurrence, de choses organisées, de choses communautaires, en groupe, qui coûtent pas d'argent ou pas beaucoup. Et c'est ça. Et il y a des experts qui disent, OK, il faut peut-être pas retourner sur l'âge d'or de la religion parce que la religion n'est pas la réponse. Mais en attendant, bah, c'était un cadre communautaire, même en termes d'enfance. On prenait les enfants, on leur apprenait des choses, on leur faisait faire des activités. En grandissant, ils passaient dans d'autres groupes, etc. Donc, le modèle religieux au niveau communautaire, en fait, avait une énorme importance. Et plus on s'éloignait de ça, plus bah, en fait, on peut faire des corrélations avec l'augmentation de la solitude. Donc c'est ça. Juste un Ça revient beaucoup, petit ouais, dans parallèle le avec la sens. secte. Ouais, Ouais. tout à fait. Mais après, voilà, hein, j'ai pas passé 1000 ans dessus, mais c'est vrai que le profil qu'on disait de personnes isolées qui basculent aussi dans des sphères bah, plus extrêmes niveau politique et dans des théories conspirationnistes, notamment, ce qui était évoqué dans l'article du Time, si je dis pas de bêtises, bah, potentiellement, oui, aussi, c'est des bonnes cibles pour potentiellement des mouvements sectaires aussi. Et la Mivilude a beaucoup averti dessus après le Covid, notamment. Ça a été bien étudié par la Mivilude. Peace Bandit, ce qu'il nous faut, c'est une bonne messe, pas une bonne guerre. Bah écoutez, Voilà, exactement. voilà, on va monter une petite secte, je Ouais. pense, avec le chat. Je pense que c'est la solution. Trêve de bêtises. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres choses à dire dans le chat, et si Claire, tu as pu dire tout ce que tu avais à dire, je vous rappelle donc que toutes les sources qui ont été évoquées ce soir, plus d'autres complémentaires, seront ajoutées dans un doc partagé au Drive. Et Oui. je vous encourage évidemment à aller suivre le Substack Chemin Solitaire pour retrouver tous les écrits de Claire. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing? Qu'est-ce qui est prévu un peu pour le Substack dans les semaines, mois à venir? Le prochain, ça va être justement sur ma relation aux réseaux sociaux, qui est pas mal ambivalente. Euh, c'est pas mal ça pour l'instant. Ok, t'en J'aime fais bien pas, écrire on va pas aussi trop un peu, teaser, bien sûr. mais je garde en fait ces écrits quand même comme un peu une façon de me vider le cœur, on va dire, dans un sens. Donc je laisse les sujets un peu venir à moi en fonction des conversations et des retours et de ce que je peux trouver en ligne et des lectures que je fais. Donc j'essaye de pas non plus rendre ça trop intellectuel dans le sens où je prévois un calendrier des mois en avance Mhm. justement pour me laisser la place de ressentir et d'écrire comme je le sens. Et ben justement, en parlant de calendrier, bah, je vous annonce donc vendredi, on se retrouve pour peut-être enfin continuer How to Say Goodbye. Et ensuite, bah, la semaine prochaine, on va se retrouver pour du Blabla-Actu un peu standard. Alors, déjà, merci beaucoup Claire pour ta présence. Merci d'avoir Merci à été là. toi. Et c'est vrai que comment on peut contacter Claire? Bah, suivez son Substack, hein, j'ai envie de dire, Ouais. directement via Sinon, Substack. sur Instagram aussi, s'il y a besoin. Voilà. Ah, Non, normalement, de toute façon, tu as tous tes liens sur le Substack directement. je Sur crois. LinkedIn, Sinon, je GitHub. peux demander par exemple à Nolib s'il est encore là de mettre mon hâte. C'est underscore underscore abou, ABOU. Voilà. Je peux aussi le mettre s'il y a Oh, besoin. après, je pense que avec le Substack, on l'a déjà mis en lien dans le Oui. chat, mais tu fais comme tu le sens. J'allais dire, donc oui, on se retrouve après la semaine prochaine pour un Blabla-Actu, normalement, sans invités, puisque bah, on a quand même enchaîné 2 semaines avec des invités, incroyable. On commence un petit peu il commence à y avoir du monde sur la chaîne, donc c'est chouette de faire intervenir des gens comme ça. Et en plus, quand c'est des copains. Mais oui. Je sais pas encore les thématiques de ces prochaines semaines. Je vous avoue que je vais avoir des semaines assez chargées. Donc, on va peut-être rester sur des trucs assez faciles à préparer pour moi, genre des reacts. Donc, si vous avez potentiellement des docus, des reportages, des articles, des sujets de manière générale que vous voulez me partager et qu'on réagisse ensemble, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux comme d'habitude pour qu'on puisse en discuter. Je vous mets le lien du doc partagé, et en tout cas, je fais ce doc partagé dès que possible, sûrement demain. Et bah, si vous le voulez bien, on va se quitter avec un petit raid. Qui on peut raider ce soir? Est-ce que tu as des chaînes que tu vois? Ah, mais oui, bah écoute, je crois que ça va être le premier raid qu'on fait à FR.
parce que Effar, je vous en ai Voilà. beaucoup parlé sur la chaîne, et c'est vraiment une des personnalités qui m'a donné envie de me lancer sur Twitch, puisque c'est un copain Et qui voilà, fait des très parfait. bons trucs, donc bah, c'est l'occasion. Encore une fois, n'hésitez pas à rester pendant le raid, au moins pour lui donner de la force, et en plus pour gagner des tacos au point, donc c'est incroyable. Et on se donne rendez-vous à vendredi, si vous le voulez bien. Merci encore beaucoup, Claire, pour ta présence. Allez suivre son travail. Et bah, je vous dis à très bientôt. Mais merci à toi. Salut!